donc ça peut. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc les pommes de terre sont là, ils deviennent vertes, c'est-à-dire vertes, ça veut dire ils se chargent de solanine. À partir du moment où une pomme de terre se charge de solanine, elle devient inconsommable, hein, c'est dangereux, mais aussi elle résiste à tout. Il n'y a plus aucun, même les rats ne vont plus l'attaquer parce qu'ils sont malades. Donc c'est la solanine, donc ça contient, donc d'abord verte, et puis ça devient dur comme une pierre, et puis elle devient noire aussi, verte, noire. S'il y en a qui sont malades ou abîmés ou quelque chose, elles vont soit sécher, soit pourrir. Donc ce qui reste, c'est des plants formidables à rentrer alors dans le machin orgel. N'oubliez pas de marquer les noms, parce que je vous dis, tous les pommes de terre, il y a des pommes de terre jaunes, blanches, rouges, noires, de toutes les couleurs. Mais quand vous faites ce système-là, elles deviennent tous noires. Hein. Donc, il n'y a plus moyen de les reconnaître. Hein. On dit au début, rouge, je vais les reconnaître, mais non. Hein. Elles deviennent, on ne sait plus reconnaître les variétés après, parce que, donc il faut bien mettre le papier pour garder. Mais c'est pas important, c'est pour savoir la variété, pour savoir le produit. Parce que la meilleure, je veux dire, on a découvert maintenant que la meilleure façon pour éviter les maladies, c'était de ne pas faire de carré de pommes de terre. C'est encore le moment, hein, de planter les pommes de terre. Hein. Pas faire de carré, c'est-à-dire une ou deux rangées maximum. Donc, pomme de terre, une rangée. Elle a besoin de beaucoup d'air. Quand les pommes de terre poussent tout seuls, je veux dire une rangée tout seul, pas en carré, il y a déjà le double de production. Et beaucoup moins de maladies. Donc, hein, on a ça constaté dans ça. Qu'est-ce que je devais dire encore? Ah oui, alors, mais depuis, on avance dans tout ça, on avance, et on a constaté aussi que c'était moins malade quand on mélangeait les variétés. Mais alors là, nous, on n'a pas du tout l'habitude de ça. En Amérique du Sud, quand ils mettent les pommes de terre, ils n'en ont rien à foutre des variétés, et toutes les variétés, je vais dire, chaque pomme de terre est une variété différente. Ils en ont de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est nous qu'on est vraiment comme ça. Et on pense bien que c'est à cause de ça. Donc, parce que les pigments, il y a des rouges, il y a de tout. La pigmentation a une influence, comme tous les légumes. Il y a des pigmentations vertes, rouges. C'est pas seulement la couleur. Hein. La pigmentation, ça veut dire que ça émet des sécrétions, ça a une influence autour, et donc ils se protègent l'un l'autre. Donc c'est à essayer, les gens qui veulent essayer. Il faut une rangée de pommes de terre, donc pas seulement la même, hein, ça pourrait aller plus loin, pas seulement une seule variété comme ça, et puis une autre plus loin, hein, ça c'est déjà formidable, hein, puis mettre des autres choses entre deux, mais à l'intérieur d'une même ligne, mettre des pommes de terre différentes. Il paraît que ça c'est encore une garantie formidable. Bon, c'est pour celui qui aime bien les mélanges. Mais de plus en plus en permaculture, on le fait. Hein. Pour les carottes, pour les laitues, prenez quelques paquets à peu près de la même, je veux dire, des demi-longues ensemble, pas des demi-longues ensemble, des laitues hâtives ensemble, des laitues à couper ensemble, sinon ça va être... Mais ça peut, hein, je dis comme ça. On mélange des paquets et on fait, et on est à peu près sûr d'avoir des bons résultats. Donc c'est pas seulement qu'on va avoir des laitues, je veux dire, on est sûr de réussite parce que si on mélange 5 variétés, comme ici, on a les 4 saisons sur une semaine. Hein, on est un climat, une région, c'est une chance incroyable hein, d'avoir les 4 saisons sur une semaine. Hein. Bon, mais toutes les variétés, eux, sont adaptées. Il y en a qui résistent mieux au froid, d'autres mieux à la chaleur. Donc, ils ont tous. Si on mélange tout ça, parce qu'on ne sait jamais à l'avance. Donc, on est sûr que là-dedans, il y en a toujours une qui va aller. Si on met qu'une ou 2 variétés, qu'on dit ça c'est formidable, ça c'est bien. Ouais, et s'il en est comme mais ça ne convient pas, hein, qu'il fait froid et frais ou bien dessous, ah ben on n'a rien. Tandis qu'en mélangeant, mais en plus de ça, maintenant on sait que le pigment, la couleur, hein, la pigmentation, a une influence, fait une protection. Hein, toutes les plantes émettant des sécrétions, toutes les plantes émettent des sécrétions, hein, pas les racines. Toutes les plantes émettent. C'est bénéfique pour les uns, c'est maléfique, ça c'est le diable maléfique, enfin, pas peur du diable, mais enfin disons maléfique. Il ne faut pas croire tout. Voilà. Donc c'est une idée. Donc n'ayez pas peur de la biodiversité, du changement. Vous allez être très surpris agréablement. Cette année, c'est pour la première fois que j'ai mis ensemble, j'avais vu, essayé, carottes et radis ensemble. Donc mettez, hein, mais dans le même paquet. Donc mélangez les semences carottes et radis ensemble. D'habitude, je fais toujours carottes, radis à côté, comme ça. Cette année, j'ai mélangé, parce que ils avaient dit que ça se protégeait l'un l'autre aussi, dans le même. J'ai mis dans le même sachet, jusque maintenant, les radis sont là, magnifiques, et les carottes aussi et tout. Donc, mais on a une année exceptionnelle, hein, c'est un peu... enfin, voilà, donc on va aller vers des trucs comme ça. J'ai essayé, Gilbert. Le problème, c'est que le radis, c'est une graine ronde, donc on promet tes radis, et après c'est les carottes.
Bah ouais. Ça ne va pas. Si que ça Non, va. ils ne tombent pas régulièrement. C'est toujours des graines de radis en premier qui tombent. Pas qui tombent. C'est plus lourd. J'ai essayé, Donc, il faut semer 2 fois, alors, une fois les carottes. Je Et comprends pas. Mais je comprends pas. pas mélanger les graines dans le paquet, Pourquoi? mais semer en 2 fois. Les graines de radis sont bien rondes, donc elles tombent au premier. Elles sont plus lourdes. Ah ouais, elles sont plus Tout radis l'un sur l'autre. Et après, c'est les carottes. plus lourdes. D'abord, Ça dépend comment Ouais, mais il faut faire attention à ça. Ouais, mais il faut les mettre faut les prendre dans la main. mais les graines de radis tombent au premier. Ouais, mais ça fait rien. Ah ouais, ça n'a pas d'importance. Je mange Bon, allez hop. Je comprends pas le problème. Non, peut-être. Si c'était avec une machine ou avec un semoir, ça je comprendrais. Là, ouais, là, il y a un problème. Mais pas quand on les prend avec les mains. Il est en l'envers. L'enregistreur. Non, non. Si, c'est bon. C'est bon. Ah ouais. Si je peux intervenir pour les pommes de terre, si on fait un mélange, ce que je trouve c'est embêtant après pour la cuisson. Donc, moi je dis quand on fait un mélange, c'est faisable, mais alors mettez des variétés différentes de forme ou de couleur qui se suivent. Comme ça, vous savez les repérer. Les pommes de terre allongées, il y en a qui font des boules, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont noires, il y en a qui sont jaunes. Les gassorés sont plus ou moins jaunes avec des yeux un peu roses. Et là, on peut après retrier et mettre ensemble. Ou mettre des petits drapeaux, hein. Ouais, Ouais, des petites étiquettes, hein. Ouais, je vois pas. si à chaque pied, il y a une étiquette. Bah ouais. Plutôt que courir les rues, ça fait ça. Quand vous rentrez vos pommes de terre, après, il faut les mettre à la lumière, pas à la les plants à la lumière, pas à la lumière, à quelle température? En dessous de 7 degrés. Entre 1 et 7 degrés. Ça, Les c'est pommes de pas terre possible. commencent à germer. C'est pas possible ça, parce qu'il fait plus chaud dehors. Donc, moi je dis... En dehors. Bah, Non, quand oui. il faut les rentrer. Quand on rentre les plants, Ah, Ah, l'hiver. il va geler quand on les Ouais, rentre. l'hiver, ouais. Ah, Est-ce ouais. qu'il faut les mettre Bah, à la le- lumière, pas à la lumière, à quelle température et quand est-ce qu'on les ressort? Entre 1 et 7 degrés. Parce qu'à partir de 7 degrés, la pomme de terre, et de préférence à la lumière, les plants. De préférence à la lumière. Mais moi, ils sont restés dans la Mais dans véranda. l'obscurité, ouais. Certains jours, il y avait 30 degrés, mais les germons sont toujours restés costauds et n'ont pas filé. À cause de la lumière. À cause de la lumière. Ah ouais. C'est la lumière qui compte, pas le plus frais possible, d'accord. Mais c'est pas toujours possible. On n'a pas toujours une pièce entre 0 et 7 degrés. Donc, la température, c'est pas si important que ça. C'est surtout la lumière qui compte. Parler de filet, ça dépend des variétés aussi. Oui. Il y a des variétés qui vont très vite, il y en a d'autres. Ah ouais. Ouais. Ben, quand on fait soi-même ces plants, on fait des plants beaucoup plus costauds et ils ont tendance à démarrer plus tôt. Ils sont plus costauds, ils ont tendance à démarrer plus tôt. Mais peut-être qu'on peut les mettre plus tôt aussi, qu'ils sont plus résistantes aussi. Ouais. Une pomme de terre, du moment qu'elle a 5 cm de terre sur elle, elle ne va pas geler. Hein. Même les pommes de terre qu'on laisse là, moi il y a des années j'ai oublié des rangées de pommes de terre et tout ça, tout est reparti, l'année d'après tout est reparti. Hein. Donc, du moment qu'il y a 5 cm, donc si on les met à une dizaine de centimètres, alors, nouvelle façon de faire les pommes de terre aussi, comme dans tout en biologie, en permaculture, c'est de mettre le moins profond possible. Tout le moins profond possible, et travailler en faisant des buts. Non, tout buter plutôt que mettre profond. Parce que la terre la meilleure, c'est les 5 premiers centimètres. Donc il faut le maximum, là, les poireaux, tout ce qu'on fait, dans les premiers centimètres de la terre. Et après, au lieu de mettre plus profond, buter, accompagner avec le butage. Pour les pommes de terre, c'est le même. On pourrait même les mettre à fleur du sol et puis les buter. Ben, les fermiers font ça maintenant. Ils les mettent sur le sol et ils font le butage après et ils ont des résultats pas mal. Donc quand on met comme ça, on les mettrait que juste 5 cm, on met le tubercule, donc il va être à peu près à machin, et buter un petit peu. Et puis accompagner le butage. Buter un petit peu à la fois, mais accompagner la verdure, faire 2-3 fois le butage accompagné avec la pomme de terre, ça multiplie aussi le poids, la production. Ouais, la production de patates. Est-ce qu'on peut planter de l'ail entre les rangs de pommes de terre? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ah non. Ah ben, ça enlève quelque chose? va être très difficile pour l'ail. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est compatible peut-être, mais les pommes de terre font beaucoup d'ombre quand même. Et là, il n'y aurait pas assez à mon avis, à première vue comme ça.
ou alors il devrait être mis tellement loin que ça ne sert à rien. Enfin, à première vue, hein. Il ne faut jamais rien exclure, il faut toujours tout essayer avant de... Mais à première vue, c'est pas T'avais l'idéal. pas dit les choux-fleurs qu'on met Pardon entre... Ouais. Autre chose, hein, comme compagnon, il y a tout plein, des choux, n'importe quoi. Hein, faut essayer. Bon, alors, on peut continuer, hein, parce que je suis quand même... Il y a des plants de topinambour. Ah non, j'avais dit, donc il reste encore un peu de patates, là, plus beaucoup. Comme c'est les petits qui restent, c'est 10 tubercules pour 25 centimes. Avant, c'était 5 tubercules pour 25 centimes. Maintenant, donc celui qui s'intéresse encore, voilà, 10 tubercules pour 25 centimes. Plants de topinambour. Ils sont là, il y a des plants de topinambour. Donc, à demi-euro le kilo, c'est le moment. Donc, celui qui ne sait pas ce que c'est pas la plante du diable. Hein. Pour beaucoup, c'est la plante du diable. C'est la plante de guerre et tout ça. Les gens disent... Et il y en a qui n'ont jamais vu et qui ont déjà un préjugé sur les topinambours et ils n'ont jamais vu de leur vie, ils ne savent pas comment ça pousse, rien. Non. Celui qui aime bien le goût d'artichaut, le goût du fond d'artichaut, hein, donc c'est ça ce goût-là. Celui qui aime bien ça va bien aimer les topinambours. Mais alors, il faut faire attention, parce que le topinambour, c'est une plante, en effet, une fois qu'on l'a, c'est pas facile de s'en débarrasser. Hein. Alors, pour s'en débarrasser, le mieux, c'est d'appeler à l'aide les mulots. Alors, ils vont faire le ménage. Mais c'est un bon signe, parce que si vous avez des mulots et des campagnols, que vous ne savez pas vous en débarrasser, hein, que c'est difficile, ou une manière naturelle de vous en débarrasser, c'est mettre des topinambours. Parce que les topinambours contiennent de l'inuline. Donc, un truc proche de l'insuline, hein, de l'inuline, et les rongeurs sont fous après ça. Il en faut de ça. Donc, quand vous avez des topinambours dans votre jardin, ils iront là, ils vont aller manger là, et ils vont laisser tous les autres légumes tranquilles. Ah, sinon, ils mangent les chicons, les carottes. Il y a des années, l'année passée, ça a été une année à mulot, à compagnon. Ils sont, ouais. Donc là, vous les attirez. Alors, en espérant, et ça c'est tout à fait naturel, donc on met des topinambours pour manger aussi, on peut mettre pour manger, mais pour ça, pour attirer, et le fait qu'il y a une nourriture disponible sur un petit espace, ça va attirer les prédateurs. Si vous avez un épervier dans le coin ou un machin, il y a beaucoup de rongeurs, ils vont venir. Hein. Les chats aussi, hein, s'il y a des chats dans le coin, hein, le fait qu'il y a beaucoup de nourriture disponible, ils vont venir faire le ménage, donc il y a l'équilibre. Mais n'empêche, pour le topinambour, c'est une belle plante, donc ça, par seau, ça produit 3-4 fois plus que les pommes de terre. C'est un seau par choc. Hein. Donc c'est énorme. Hein. C'est 5 à 10 kilos de topinambour par choc, hein, tous les 50 cm. Hein. Donc ça vaut la peine. Donc cela, il faut mettre un peu plus profond. Mais pourquoi mettre un peu plus profond? Je dirais qu'il faut mettre à peu près à 20 cm, parce que ça ne craint pas. Ils n'ont pas besoin d'une terre fertile, je veux dire, entre parenthèses. Même les terres pauvres et tout ça, le topinambour, ils aiment bien ça. Mais si vous les mettez trop près du sol, les cannes font 2 à 3 mètres, 4 mètres de haut. S'ils ne sont pas bien ancrés, au premier vent, ils sont par terre. Hein. Donc c'est ça. Alors, donc mettre un peu plus profond, buter, après aller les chercher, jamais les tirer avant fin octobre, et même quelquefois fin novembre. Parce que la tubérisation, c'est-à-dire, quand ils commencent à faire ces tubercules, c'est quand le changement de temps il intervient. C'est jamais avant septembre. Donc avant, ça pousse tout en verdure. À partir de septembre, comme il y a un changement de... Comment je dis, les journées viennent plus courtes, plus froid la nuit, tout ça, commence à tubériser. Donc si vous les tirez en septembre, il y a des cannes de 3 mètres et il n'y a encore rien de bazar. Donc pas tirer trop tôt. Donc ça se mange entre novembre et fin mars, jusque maintenant. Maintenant, ça commence à démarrer. Hein, il vient des bourgeons, ça commence à démarrer. Ça ne craint pas rien, ni la chaleur, ni le gel, ni le froid, donc ça peut rester en place autant d'années qu'on veut. Ça peut faire des beaux écrans dans votre jardin, ça peut... Voilà, bon, et c'est bon, hein, pour celui qui aime bien ce goût-là. Même cru, hein. Il y a beaucoup de pays, vous ne savez pas, on en a su il y a quelques années, cru, râpé ou comme ça, manger, ouais. Ou si c'est cuit, à peine cuit, je pense. 10 minutes. Plonger dans l'eau bouillante, 10 minutes, pas plus. Ça rester ferme et dur, sinon ça va pas. On trouve beaucoup de recettes sur Internet pour les topinambours. Ah bon.
Oui. C'est pas comme les pommes de terre, on fait pas des cajots, on récolte pas ces topinambours et on les met dans des cajots. On les laisse prévoit de faire des topinambours, on va déterrer, on les lave, on les mange. Ouais, pas plus qu'une, en tout cas pas plus qu'une semaine à l'avance. Oh non. Donc en fur et à mesure, tout l'hiver. Après ça. Mais il faut choisir, surtout, c'est ça le plus difficile, c'est choisir un endroit qui ne fait pas trop d'ombre aux autres légumes. Hein, parce que comme ça fait un écran de 2-3 mètres, derrière, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, une séparation avec le voisin, au nord, nord-est, là où... Hein, c'est ça. Donc ça peut être une protection pour les autres, mais pas devant. Hein. Ça prend la lumière, donc il faut trouver. Hein, voilà. Et pas couper la verdure, parce que c'est la verdure qui va faire que les tubercules, après, ils vont... Et donc, si on veut beaucoup de tubercules, il ne faut pas toucher aux cannes. Mais après, les cannes sont aussi intéressantes pour les gens qui ont des lapins surtout. Des lapins, des poules, là c'est une nourriture formidable pour le ah ouais. Et celui qui a pas de lapin, pas de poule, comme pour le compost, enfin je vais dire comme engrais vert, c'est une masse végétale assez importante. Et surtout pour faire des gros tas, pour avoir plein d'insectes, grenouilles, crapauds, et puis tous les insectes. Donc on fait des gros tas avec ça parce que c'est des tiges creuses, il y a de la moelle dedans. Chacun peut trouver, surtout n'achetez pas un hôtel à insectes, ça c'est ridicule. Les Occidentaux maintenant font comme si les insectes étaient devenus tellement cons qu'ils ne savent plus faire eux-mêmes. Bah ouais, on fait cher pour des... Alors qu'il y a qu'à accumuler par exemple des fans de topinambour, chacun va trouver là-dedans, les abeilles, tout va trouver. Il suffit de faire des gros mots, et ça c'est l'idéal, parce que c'est creux, et chacun va faire le tout, les insectes, les trucs, les abeilles sauvages, qui veut, le tout qui veut. Si ce que je dis n'est pas clair, il faut demander, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de Français, moi je suis belge, alors, si c'est pas clair ce que je dis, il faut demander. Hein, On s'adapte. Non, continue. Ouais. Après, on a du mal à s'en débarrasser. C'est-à-dire, c'est par ramification que ça... Oui, c'est-à-dire que ça fait tellement une production, si vous oubliez, mais c'est pas grave, parce que quand vous prélevez, vous pouvez remettre laisser un, donc ça va repartir, c'est pas obligé. Mais généralement, il y a... Ah non, c'est pas envahissant comme ça. Mais vous le laissez, et puis ça va repartir, quoi, sur place. Pour avoir tout, il faut déjà creuser beaucoup, voilà. Non, ouais, au printemps, il faut dès que ça ressort de terre, il faut les enlever à ce moment-là. Là, ça va. Il faut pas. Mais sinon, ça peut rester à la même place. Hein. Ça peut rester à la même place pendant des années, hein, sans problème. Allez, on continue. Conférence débat. Il y a une conférence débat le vendredi 25 avril. Tous les mois, on fait une conférence débat, 17h30 à 19h. Cette fois-ci, il faut regarder ce programme, mais cette fois-ci, je pense que c'est faire soi-même tous les produits de nettoyage. Donc, en bio, comment faire soi-même tous les... Ouais, tous les... Mais il faut regarder ceci, je pense que c'est... J'ai la feuille ici. Ah oui, voilà. Voilà, vendredi 25 avril. Pas cher ou presque pas polluant. Les savons, on fait soi-même pour tous, nettoyer à la maison. À base de savon noir, savon au fiel. C'est quoi ça, savon au fiel? Savon au fiel, voilà. Alors, paillettes, panama, noix de lavage, bicarbonate de soude, vinaigre, tout des saloperies comme ça. Donc ça, c'est le vendredi 25 avril, 17h30 à 19h. Donc là, c'est les gens qui échangent leur savoir. Mais c'est intéressant. Vous savez, alors, soirée festive, ça c'est mieux. Hein, samedi 19 avril, à 19h, musique irlandaise, par un groupe de nordistes, de gens du nord de la France, soit un groupe de 5 qui font de la musique irlandaise, et vraiment... C'est la musique vraiment de haute qualité parce que eux-mêmes régulièrement ils vont en Irlande dans les pubs, on appelle donc c'est qu'ils sont au point et voilà. Donc samedi 19 avril 19h donc ici, mais c'est réservé. Je dis il y a une feuille là-bas donc c'est gratis donc ça coûte rien. On fait aussi des sandwichs et de la bière, c'est aussi gratis. Il y a une caisse, la caisse elle est là et chacun y met dedans selon sa bourse, selon ses moyens, donc il n'y a même pas d'obligation. Celui qui n'a pas de moyens, il ne met rien dedans, là, il tape une fois sur la caisse, voilà.
Mais il faut s'inscrire, parce que on ne sait pas mettre tout le monde ici dans la salle, vous voyez, comme ça. Donc il y a une liste là, c'est les 80 premiers inscrits, quoi. Après c'est tout, hein, on ne sait plus l'entrée. Hein. Donc celui que ça intéresse, il faut s'inscrire. Je pense que ça va être bien. Donc ça va durer une paire d'heures. Hein, voilà. Il y a des questions là-dessus? Non? Continue? Non, voilà. Il y a une cornemuse, hein. Une seule, et une cornemuse irlandaise. Donc, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les cornemuses écossaises, mais après 10 minutes, hein, il faut une voix de secours. Hein, voilà, ça. Là, il paraît que c'est assez doux, il y a une darkune, et puis il y a violon, il y a tout le reste. Donc c'est assez... Et puis on est là hein, pour dire, quand il faut, stop, arrêtez. Hein. Vous n'avez pas vu le film sur le débarquement, là? Il y avait un qui jouait la cornemuse, là. Bah, c'est à cause de ça que les Allemands sont partis. Hein, débarqués, là, ils sont... c'est insoutenable, hein, ils sont là, ils ont plus... Bon, alors, les cours de taille, il y a trois fois. Une séance suffit, hein, pour avoir une idée. Le cours de taille, c'est le jeudi, un jeudi de 17h à 19h. Le 29 mai, le 5 juin et le 12 juin. Mais c'est marqué... Il y a une feuille là, j'indique là, où il y a marqué les dates de tout ça. Celui que ça intéresse, voilà, il prend là. Bon. Il y a des porte-greffes à vendre. Donc celui que ça intéresse, des porte-greffes de toutes sortes, il y en a. Ils sont venus faire la démonstration ici. Et donc il y a des porte-greffes à vendre. C'est quoi ça? C'est pour quoi ça? Pardon? Les porte-greffes? Les porte-greffes. Ouais, pour mettre des arbres. Faites vous-même vos arbres. Voilà. Donc, mais tous les ans, on a les croqueurs de pommes de France qui viennent expliquer, qui viennent montrer, faire une démonstration de greffage. Et puis moi, j'achète des porte-greffes après pour celui qui veut dans son jardin après faire lui-même le porte-greffe. Ouais, c'est tout. Moi, j'ai fini au niveau des infos. S'il y a quelqu'un qui désire donner une info, c'est le moment. Hein. Non? Moi, j'en ai encore une. Peut-être que s'il y a des gens qui désirent être réfugiés politiques en Belgique, après ce qui vient de se passer en France, ils n'ont qu'à donner leur nom. Hein. On va bien trouver une place quelque part. Hein. Voilà. Je sais pas. Hein. La Belgique a toujours été reconnue comme terre d'asile pour les réfugiés politiques français, hein, depuis Victor Hugo jusque tout. Et donc, il y a encore de la place. Sur le feu, si ça vous intéresse. Bon, mais je trouve quand même que les Français devraient réfléchir quand même de temps en temps un petit peu. Hein, un petit peu plus. Hein, parce que, ouais. Il y en a qui réfléchissent, ouais. Mais je ne sais pas où il faut situer le combat, mais on n'arrête pas. Hein. Ouais, c'est bien. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Ouais? Pardon? J'ai bien une info à transmettre. Ah bah, allez-y. Voilà, j'ai écrit un livre pour les enfants, alors si ça vous intéresse, je vais faire passer un tract, comme ça vous aurez l'info. Ah ouais, voilà, c'est bien, pas de problème. Hein. Celui qui veut donner des infos, ou donner des papiers, ou informer, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai encore dit, sauf, je dis, je répète, sauf l'information ou la propagande pour l'extrême droite. C'est clair. Ah j'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a des gens qui ont essayé de... même pour l'extrême droite en Belgique, pas seulement de la France, hein, déposer incidemment comme ça des tracts. Ils campagnent pour la députée en Belgique et l'extrême droite. Bon, voilà. Ça, on a beau ne pas être d'accord, mais là, c'est la seule règle qu'il y a, je pense, au groupe jardinage. Tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de problème, mais pas faire de la propagande pour l'extrême droite. Et pour les fachos. Voilà. Alors, on fait du sérieux là maintenant. Hein. Donc celui qui n'a pas, il peut prendre des feuilles aide-mémoire là-bas sur la table. Hein. Donc tous les mois, on fait, le mois prochain, il y aura pour mai et tout ça. Voilà. On ne sait pas parler de tout aux réunions, c'est impossible. Donc il y a un aide-mémoire pour les gens, pour les choses. Donc je vais parler. Alors, repiquage. Il y a une feuille aussi sur le repiquage. Alors ce que je voudrais dire, c'est attention au double stress. Alors, c'est quoi le double stress? C'est, de plus en plus, on fait, c'est une bonne méthode, on reproduit ces plantes en pépinière, en pot, en bac, à l'intérieur, en serre-froide, tout ça, pour repiquer après. Hein, on fait avec aubergines, tomates et tout ça, ça se fait dans... Mais on fait aussi avec, on peut faire quasiment avec tous les légumes, et même avec tous les légumes.
même avec les carottes, même avec tout ça. Donc il y a un repiquage, pas de repiquage, mais on peut le faire avec des godets, on peut faire presque tout à l'intérieur, comme ça, démarrer. Mais alors c'est quoi le double stress? Le simple stress, c'est quand ils poussent, par exemple, les laitues, vous avez fait à l'intérieur, ou autre chose, sitôt que ça pointe, par exemple, les laitues, boum, ça doit aller dehors, sinon ça file. Mais alors, quand ça se peut que c'est un peu trop sec, que vous mettez dehors, il y a tendance à arroser. Surtout pas le faire. Donc le premier stress à éviter, c'est quand vous sortez n'importe quelle plante, que vous les mettez dehors, ou bien même dans une serre froide, au moins un jour, ou même 2-3 jours, ne pas mouiller, même si c'est sec. Parce que sinon, vous avez le double stress. Le premier stress, c'est que les plantes vont se trouver avec l'air, avec un peu plus froid, avec un peu. Si vous mouillez, et que les plantes sont un peu fragiles, bouffe, hein. Ils tombent. Hein, donc, première chose à faire, c'est pas mouiller tout de suite, attendre qu'ils prennent la température. Donc, c'est le double stress, c'est ça. C'est la première, c'est aussi ça c'est le deuxième stress. Le premier stress, c'est pas les mettre directement, quand ils viennent d'une serre et tout ça, les mettre directement en pleine terre. C'est ça que je veux dire. Il faut les sortir avec leur peau, avec là où ils sont, et les laisser quelques jours prendre la température, les nuits plus froides, avant de les repiquer dans le jardin. Et le deuxième stress, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ne pas les mouiller tout de suite. Sinon, il y a un double. Si on les sort, et puis qu'on mouille en plus, donc c'est deux choses à pas faire, hein, donc, tout de suite. Donc, première chose, on les sort quelques jours comme ça, qui sont du site, qui prennent, puis après, les mouiller, s'il faut les mouiller, avant de les repiquer. Et les mouiller avant de les sortir, la veille ou l'avant-veille. Oui, par exemple, quelque chose comme ça. Mais pas quand ils sortent, pas faire ce double stresser les plantes. Parce que, qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'on stresse une plante, le stress pour les plantes, ça les incite chaque fois à monter en graines. C'est ça le problème. Hein, c'est pas... donc, le problème, c'est qu'ils sont menacés, ils sont tout ça, et ils vont monter en graines. Donc, quand vous le piquez, alors ils montent tout de suite, au lieu de se développer, ils montent en graines. Hein, donc, il faut essayer d'éviter le maximum le stress. C'est pour ça que c'est très intéressant, le repiquage, pas à racines nues. C'est déjà un gros avantage. On dépote, on laisse comme ça, il n'y a pas le stress de repiquage. Alors. Excusez-moi, Oui. Quand tu sèmes dans ta maison, moi je me pose la question, est-ce qu'il faut arroser vraiment tous les jours ou est-ce qu'il faut faire, entre guillemets, souffrir la plante, c'est-à-dire la mettre en situation? Ah non, pas faire souffrir. Il faut l'arroser bien. Non, quand il n'y a pas faire souffrir, quand il y a moyen, il faut les caresser, les planter, tout ça. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas arroser tout le temps et tout ça. Oui, mais ça c'est plus l'avenir maintenant, c'était en janvier, février qu'on a expliqué, là, ça va me planter tout le temps, là maintenant. Oui, ça c'est trop tard. Mais demandez après à quelqu'un, après la réunion, hein, demandez. Le stress, c'est valable aussi pour les planteurs de menthe? Ah oui. Ah ouais. Toutes les plantes, éviter. Et, bon, on a rigolé, là. Même pour nous, hein. Mais on a rigolé, mais il y a une différence énorme entre celui qui aime bien, qui fait en main nue, je veux dire, le sommet avec ses mains, et puis qui va caresser les plantes et qui va les voir, par rapport à quelqu'un qui fait ça parce qu'il faut le faire. Dans le développement des plantes, il y a une différence énorme. Ça, c'est incroyable, ça, c'est sûr. Ça. Les plantes, toutes les plantes connaissent celui qui les soigne, celui qui les plante, il n'y a plus de doute là-dessus. C'est pas quelque chose d'ésotérique, ni de comment je vais dire, de machin. Hein. C'est tout à fait scientifique. On a mis les plantes avec des cardio... Des capteurs avec tout le bazar pour voir les réactions, c'est ça. Toutes les plantes réagissent. Je ne vais pas parler de ça maintenant, ça prendrait longtemps, mais je vais une fois en parler. C'est vraiment intéressant. Tous les arbres que vous plantez dans votre jardin connaissent le jardinier, les plantes aussi. Et il y a une réaction. Et celui qui s'en fout, qui machin, ça explique beaucoup le résultat. Celui qui n'aime pas faire ça et qui n'a pas de résultat, c'est plantes meurent, même ces plantes d'appartement. Hein, c'est les Anglais les premiers qui ont commencé à réfléchir à ça, parce que il y a la moitié des plantes, vous avez compté, la moitié des plantes mouraient pendant le temps des vacances.
Alors, on dit, c'est quand même curieux, c'est pas un hasard. Donc, c'est quand les gens partent en vacances, tout seuls, ils confient à quelqu'un de monte pour arroser ses plantes, à quelqu'un d'autre de s'occuper. Ah ben, c'est là, la moitié des plantes meurent. C'est quand même fort. Alors. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire les premières relations, et qu'on a dit, les Anglais aiment bien les plantes, mais à jusque-là, c'était quand même un peu... Après, scientifiquement, toutes les expériences ont montré que c'était vrai. Les arbres, les plantes reconnaissent le machin. Donc, quand on va, il faut s'en occuper, je veux dire, enfin les caresser dans un certain sens, mais le regard qu'on porte, la façon dont on travaille, dont on fait, a une influence énorme sur la production. Alors que c'est pas du tout... Ouais, j'aurais dit une bêtise, mais pas bien. Pas trop dit maintenant. Alors, semis et plantation. Urgent. Il y a quelle heure? Ouais, ça va. Donc, semis et plantation, d'abord les urgences, c'est finir échalote et oignon. Donc là, il y a déjà longtemps, là, c'est trop tard. Là, même si on en avait encore, il serait pourri ou il serait plus. Mais il y a encore échalote, oignon. Et ce qu'on peut encore faire, c'est des semis. Donc, oignonné et échalote bulbe, normalement, ça devrait être fini, mais celui qui ne l'a pas refait, qui en trouve encore, c'est urgent. Hein. Mais alors, on peut rattraper, faire un peu un rattrapage, celui qui n'a pas mis des bulbes, des petits oignonnés et tout ça, c'est par semis. Il y a même des échalotes, c'est pas des vraies échalotes, c'est moitié échalote, moitié oignon. Donc, par semis. Échalote de Jersey, ça s'appelle. Hein, échalion. Échalion. C'est comme ça le nom exact, donc par semis, les échalotes. Ça donne des bons résultats. Et c'est le goût intermédiaire entre c'est plus un oignon, hein, c'est un oignon. Mais ça a un petit goût d'échalote. En tout cas, la forme d'une échalote, comme ça, voilà. Mais ça marche. Et les oignons aussi. Donc les oignons, il y a moyen de... Encore par semis. Ça, il y a encore temps. Mais ça reste urgent. Alors, quelque chose qui est intéressant, entre parenthèses, c'est les échalotes, mettre le plus vite possible, mais manger la verdure. La verdure de l'échalote, c'est un peu comme... j'ai oublié de parler, je dois parler aussi de l'ail des ours. Donc, l'échalote, il y a d'abord l'ail des ours. C'est pas par hasard. La nature ne fait pas par hasard. C'est pas par hasard qu'au sortir de l'hiver, il y a l'ail des ours qui pousse, qui fait ça. La piquère, il y a une cinquantaine de plantes sauvages comme ça, hein, qui poussent, c'est pas par hasard. S'ils viennent, et surtout l'ail des ours, ça c'est le sommet. Quand les ours sortent de leur caverne, je n'ai pas encore vu. Enfin, quand ils sortent de leur caverne, la première nourriture, c'est ça qui est là. C'est pas par hasard. Hein. Et aussi, le hasard, quand ça rejoint la santé, ce que contient l'ail des ours, c'est exactement ce qu'a besoin la nature humaine ou les animaux à ce moment-là. Le manque de choses qu'on a dans le corps. Donc, c'est pas par hasard. Les échalotes, tout. Donc, la nourriture qui pousse à tel ou tel moment, tôt et tard, ça correspond. C'est assez récent qu'on commence à découvrir. Parce que jusque maintenant, la nature, on s'en foutait. Il n'y avait pas de relation. Maintenant qu'on commence à étudier tout ça, on est un peu surpris. Enfin, beaucoup de gens sont surpris par ça. Ça correspond. Mais je pense que à mon avis, c'est naturel. Mais enfin, voilà, ça correspond. Donc, il faut être très attentif à ceux qui poussent, surtout aux plantes sauvages, les pissenlits, par exemple. Donc, au sortir de l'hiver, tous ces plantes, pissenlits, ail des ours, échalotes et tout ça, contiennent ce qu'il faut à ce moment-là pour faire une cure, je veux dire, intérieure, régénérer le sang, donner un coup de fouet, repartir. Donc, c'est pas la viande, hein, c'est pas la viande, c'est pas le pain et tout ça, parce que ça, c'est beaucoup pendant l'hiver. Et il faut se débarrasser de toutes ces toxines après, quand on sort. Donc on a manqué de soleil, on a manqué de tout. Et justement, c'est toutes ces plantes-là qui font. Donc les pissenlits, c'est formidable. Il faut s'habituer à tout ça. Hein. Mais une fois qu'on est habitué, on ne sait plus s'en passer. Hein. Quand on essaie de faire attention à son corps, à ce qu'on mange, faire attention. Beaucoup ne font pas attention, mangent par l'habitude, mangent comme ça parce qu'il faut manger du ça. Mais une fois qu'on fait attention, et on est surpris qu'on commence à manger des trucs comme ça, au début ça fait drôle, ou des chicorées sauvages, ou des trucs, c'est des légumes avec un goût assez important, mais après on ne sait plus s'en passer, on le sent qu'on a besoin. Et comme par hasard aussi, tous ces plantes contiennent pas mal de soufre. Le soufre. Donc au sortir de l'hiver, on a besoin de soufre. Et c'est encore une des choses que les humains ont encore... les animaux, quand ils doivent se soigner, ils le sentent, hein, quand ils ont besoin. Les chats, les chiens, vous les laissez courir, ils vont aller manger les plantes, ils savent les plantes qu'ils ont besoin, qu'ils vont marcher, qu'ils font. Et les humains, c'est le soufre encore. S'ils font attention, par exemple, à des moments donnés, on a besoin justement de l'ail
des échalotes, de l'oignon, de tout ça, on en mangerait tout plein. Et à un moment donné, c'est fini. Si on fait attention, on n'en a plus besoin. Il ne faut plus insister. C'est qu'on a sa dose, c'est encore des choses que le corps donne comme signal. On a assez de soufre, eh bien, on n'a plus du tout d'appétit, de goût pour manger ces choses-là. Donc quand on a son ras-le-bol, je veux dire, de soufre, il faut arrêter. Mais tant qu'on a de l'appétit pour ça, qu'on a envie, il faut y aller, c'est qu'on en a besoin. Mais c'est valable pour les autres affaires, mais c'est parce qu'on a perdu l'instinct des autres choses. Mais ça peut revenir, hein, tout doucement, quand on peut sentir, à tel moment, j'ai besoin de ça. Voilà. Monsieur, juste pour les échalotes, les Russes là, que j'avais achetées ici, vous aviez dit qu'il fallait les planter avril-mai pour qu'elles ne rejettent pas. Moi, j'ai dit ça. Et c'est marqué aussi ici. Sinon... Il est marqué quoi? Oui. Plantation pour conserver la récolte en avril-mai. Ah oui, ça c'était une variété dans ce moment-là, d'échalotes tardives. Donc celle-là, il ne faut pas encore les planter. Oui, mais on n'a plus celle-là. On n'avait pas celle-là, les rouges? Elle n'existe plus, si. Mais les rouges peuvent être plantées. On peut le faire. Hâtifs ou tardifs. Ah oui, donc on peut encore attendre. Oui, ouais. Mais c'est pas nécessaire. Souvent vers le 15 avril au plus tard, je dirais. Ah oui. Les échalotes rouges. Ouais. Mais maintenant, avant, au début, on en trouvait des échalotes polonaises, mais maintenant, on ne trouve plus. C'est ça. Et santé, maintenant, ils ont bien. Mais on peut planter hâtif ou tardif, ça fait rien. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est la verdure. Donc, échalotes, mettez assez tôt, mettez machin, pour manger la verdure, et puis ça repousse. On peut même faire la culture en bac, celui qui n'a pas beaucoup de terrain, même dans un pot de fleurs ou un bac, mais des échalotes, c'est une des choses les plus intéressantes qu'il y a. Mettez un but d'échalotes, et puis couper, faire, et puis ça va repousser, et donc c'est une nourriture. Et dans le Nord, ici, c'est une coutume qu'on a depuis longtemps, de manger les échalotes en verre et tout ça. Et c'est une très très bonne coutume. Même les oignons aussi. Oh, les oignons aussi, oui. Repiquer les gros oignons qu'on a au-dessus. Oui, et la verdure. Et manger la verdure. Alors l'ail des ours, je n'ai pas parlé de l'ail des ours parce que... alors l'ail des ours, c'est pas celui qui a été dans mon jardin, c'est un vrai tapis d'ail des ours et tout, ça c'est formidable. Donc tout il se mange à l'ail des ours. C'est le meilleur engrais vert qui existe au monde, après les épinards. Alors pourquoi c'est le meilleur engrais vert? Parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Ça fait une masse végétale énorme. Il faut aller voir ce qu'il y a, ça fait une masse végétale énorme, donc comme engrais vert. Et c'est intéressant parce que quand elle a fini son cycle, c'est au mois de juin, fin mai-juin, elle disparaît tout seul. Donc il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a rien, ça disparaît, donc dessus on peut cultiver ce qu'on veut. Donc il n'y a pas à s'en occuper, ni à faucher, ni rien. On peut faucher avant, si on a besoin de la place, mais sinon, elle perd tout seul. Alors, on mange d'abord les feuilles, tout le temps les feuilles, puis les fleurs, mais on mange des fleurs que si on en a assez, parce que les fleurs font des graines, et les graines font la multiplication. Donc, quand on a assez, après comme ici, maintenant, les fleurs, c'est le meilleur, c'est les fleurs. C'est celui qui a plus de goût. Et après, on peut manger les bulbes. Donc, ça fait comme des petits oignons. Et tout ça. Mais tout ça, quand on en a beaucoup, qu'on peut manger. Et après, ça disparaît. Donc, il y a la feuille là-bas, ce qu'on peut faire avec la soupe à l'ail des ours. Mais on peut faire de tout. Avec du fromage blanc, on fait des boursins formidables. Avec ça, on fait... c'est un légume vraiment à découvrir. Alors, parle de ça parce que celui qui n'en a pas peut en prélever dans le jardin. Donc là, des endroits, avec la terre, avec les oignons, avec les oignonnés, pour que ça repousse, pour que ça reparte. Donc c'est gratis, on peut en prendre là, et pour des pots, il y a une bêche là dehors, et pas trop de dégâts, pas me le trouver comme un Ypres l'année passée. Il y avait un coin de mon jardin, on aurait dit que c'était la guerre 14-18. C'était comme des tranchées. Des cratères. Des cratères. Donc faites quand même... Et il y a des sachets pour pas mettre la terre partout. Alors, par graine, tous les alliums sont intéressants. Ça, c'est l'ail des ours, mais dans le catalogue, il y a une vingtaine d'alliums différents. Je recommande de prendre par plante comme ça, parce que semis par semence, ça peut durer 3 ans, avant que ça. Ça dépend du froid qu'il y a. Donc, comme on a des hivers doux, cet hiver-ci n'a pas compté du tout. Donc, les graines qui sont tombées l'année passée n'ont pas levé. Donc, il leur faut 3 années généralement d'hiver, de froid, pour que ça gêne. Il y a pas mal de plantes comme ça, qui leur faut une dose de froid. Bon, on peut remplacer ça par le congélateur. Alors, quand on est sûr qu'on a des graines comme ça qui
c'est dur la lever, hein, la lever. Il faut les mettre 24 heures ou 48 heures, ou même, comme l'allume, une semaine à moins 18, hein, au congélateur à moins 18, pour donner leur dose de froid, pour faire sortir de la dormance, hein, pour qu'il lève. Sinon, il lève pas. Il y a pas mal de graines comme ça. Voilà. S'il y a des questions... Donc l'ail des ours, les échalotes, les oignons... Non? Oui, alors... ouais. Donc, toute cette famille-là, donc ail, oignon, échalote, émettent des sécrétions dans les racines qui aident à lutter contre toutes les maladies à champignons. Et le champignon là-dedans, c'est l'ail des ours. Si vous avez... L'ail des ours pousse à mi-ombre. Les échalotes aussi, mais moins bien. Même au soleil, ça va. Mais l'ail des ours, à mi-ombre. Et donc, là, vous avez l'ail des ours qui s'étend au pied des arbres ou les légumes partout. Il n'y a plus de maladies aux arbres. Plus de maladies à champignons aux arbres. Donc, c'est un bienfait formidable. Donc, c'est vraiment... S'il y a encore des questions? Oui, excusez-moi. Pour semer l'ail rose, c'est possible encore maintenant? Ah non, c'est trop tard. Bon, vous n'allez plus trouver l'ail... non. Vous allez retrouver de l'ail, je vais dire, dans les magasins où ils vendent de l'ail, mais c'est sûrement de l'ail qui a été traité contre... Alors, il ne va jamais germer. Hein. J'ai déjà eu l'affaire dans les magasins. En Belgique, c'est interdit. Mais on a de l'ail, tout l'ail vient de France. Et en France, ils le font passer, la plupart de l'ail, il faut passer dans les bombardiers au cobalt, dans les radiations, là, pour qu'ils... même les patates et tout. Hein. J'ai eu des patates, j'ai mis 6 mois après, la patate était encore toujours là, intacte. Hein. Ah oui, donc pour l'ail et tout ça aussi, ça peut se passer. Hein. Donc on achète et c'est beau, hein, les oignons, et puis ça ne bouge pas. Hein. Alors, parlons toujours de... Alors, semis-poireaux. Donc là, maintenant, avant le 15 avril, tous les semis de poireaux devraient être dedans. Aussi bien les très actifs que les tardifs. Hein. Même que les poireaux d'hiver. Hein. Ah ouais. Les gens mettent toujours ça plus tard, et ils ne savent pas avoir des gros poireaux en mettant plus tard. Il ne faut pas dépasser le 15 avril. Hein. Donc, même les poireaux tardifs doivent être semés maintenant. Hein. Un poireau, c'est 8 mois de culture. Hein. Je veux dire, pour devenir adulte. Pour devenir beau. 8 mois de culture. Donc, c'est maintenant. Sinon, vous avez des poireaux minables. Hein. Et il y en a, par exemple, les lièges. Les poireaux de liège, eux, peuvent encore grossir au sortir de l'hiver. Parce qu'ils n'ont pas encore leur dose. Tellement c'est long, donc c'est 8 mois de culture. Les autres, généralement, c'est 6 mois et demi. Les poireaux, ils ont liège, mais ils résistent jusqu'à moins 25. C'est les seuls poireaux qui résistent. Hein. Il y a géant de liège, il y a gros vert de liège, il y a certains jusqu'à moins 25. Et donc, pendant l'hiver, ils sont encore moyens, je veux dire. Ils n'ont pas compris toute leur grosseur. Et c'est au sortir de l'hiver, aussitôt qu'il fait un peu bon, qui commencent à grossir, qui prennent leur grosseur, ça va venir très bon. Alors, donc, semer tous les poireaux maintenant. Donc, on bac. Il faut déjà des 3 litres. Hein. Il y a dehors, là, en bac, ou en pépinière. Hein. En pépinière, ça veut dire, en pépinière, un endroit comme ça, ou bien en ligne, hein, une ligne de semis, pour le piquer après. Hein. En pleine terre. Oui, en pleine terre. On peut déjà faire en pleine terre. Ou on peut faire en pot. Comme on veut, oui. Et en pot, alors un grand pot. Oui, il faut un pot de 3 litres, il faut assez de... Très haut. Très haut. Oui, il faut minimum 20 cm. Minimum, comme pour les choux, au minimum. Alors que pour les laitues, je veux dire 12-15 cm, ça suffit bien, mais pour les poireaux, pour les choux, il faut... C'est minimum 20, c'est même mieux 25. Alors, les poireaux, alors, tout de suite, pour les gens qui n'ont pas un grand terrain, ou ça peut servir pour les gens même qui n'ont pas un grand terrain, les poireaux on n'est pas obligé de les enlever hein, pour les manger. On les coupe à ras du sol. Donc quand ils ont atteint la taille qu'on veut les manger, on les coupe à 1 cm du sol, et puis ça repousse. Hein. Donc ça repousse de 1 à 2 cm par jour, selon la température. Donc un mois après, vous avez de nouveau un poireau de 30 cm. Hein. Donc ça c'est très intéressant. Hein. Donc un petit jardin, il ne faut pas enlever. Comme ça, vous laissez sur place, hein, ça coupe. Si vous voulez du poireau blanc, vous faites le vert le mieux. Hein. Au plus il est blanc, au moins il a des vitamines et des mandats. Au plus vous savez manger vert, au mieux c'est hein, pour la soupe, et même comme ça. Mais si vous voulez blanchir, même un petit peu ou beaucoup, ça dépend du butage. Vous butez, hein, donc vous accompagnez, buter, ça veut dire vous mettez de la terre autour, vous accompagnez, hein, et puis après, comme vous voulez, quand il y a une trentaine de centimètres, et qui a blanchi en dessous, et qui a perdu, vous débutez, vous coupez 1 centimètre, et puis c'est reparti.
Hein, donc voilà. C'est clair ce que tu as dit. Si c'est pas clair, il faut demander. Hein, mais je trouve que c'est intéressant. Hein, donc c'est plus la peine de tirer. Et avec ce système, vous n'avez plus de maladie et plus de vers du poireau. Hein. Vu que tous les mois, ou tous les mois et demi, il est coupé, il repousse, les vers n'ont jamais le temps de s'installer, ni fait du dégât, ni les maladies, ni rien. Hein. Donc c'est vraiment intéressant comme culture. Hein, Et on peut couper même quand il commence à geler, septembre, octobre, enfin, tout l'hiver. Octobre, novembre, décembre, même s'il gèle, on coupe. Pas pendant le gelé. Bon, enfin, pas pendant, mais s'il gèle après, ça fait rien. Non, ça fait rien. Ah non. Ouais, ça dépend des variétés. Hein, il faut essayer, ça dépend des poids. Ouais. Même si tu achètes une botte de poireaux, tu coupes. Et tu replantes le pied. Ah ouais. Ils pouvaient planter dans un grand pot de fleurs, aussi, même mettre dans une acheter dans le véranda, commerce les poireaux, celui qui veut vite, et couper, manger le poireau et laisser 1 ou 2 cm avec les racines et mettre dans un bac et il va repartir. Ah, c'est curieux, voilà à quelle vitesse ça pousse un poireau. Ah, c'est intéressant. Hein. Alors le reste, le goût, tout ça, ça dépend du goût, ça dépend de la terre. Comme tous les autres légumes, il faut essayer. Hein. Lequel convient à sa terre, à son goût, à son climat. Moi, je ne sais pas dire le meilleur, ben non, hein. Le meilleur pour moi n'est pas nécessairement meilleur pour un autre. Ça c'est très difficile à dire. Hein. C'est pour ça qu'il faut, c'est pas très cher les paquets de semences. Il faut essayer jusqu'au moment où on trouve quelque chose qui va bien. Oui. Je suppose qu'il faut semer très clair sur les semences de terre, les poireaux. Après, ils doivent être piqués. Hein. Toujours, oui. Ah non, pas toujours, pas obligatoire. Non. Si on sème... même les premiers, les poireaux actifs, ceux qu'on désire, par exemple, en été, en automne, on a intérêt, on a beaucoup plus tôt, on les semons très clairs en place, et pas les repiquer, et ceux-là servent alors à manger tout de suite, et les autres à le piquer. Ouais. Par exemple, oui. Mais ça dépend de la place qu'on a, le terrain. Là, ouais. Quand on n'a pas beaucoup de place, on met dans un godet, par exemple, ça fait une petite surface qui n'occupe pas là, et puis... Ben ça, c'est chacun qui doit voir selon. Mais en place très claire, on n'est pas obligé de piquer. Non. Et on gagne un mois, je veux dire un mois. Par rapport parce que quand il est piqué, on perd un mois, le temps qu'il reprenne, qu'il fait. Et donc, c'est un bon système. Ouais. Encore une autre idée, non, tout va bien. Les poireaux, allez, on est parti. Semis, fèves, petits pois. Urgent aussi. Hein. Donc, on est toujours dans les urgences. Les fèves et les petits pois, ils ne supportent pas au-dessus de 22, 23 degrés, ils ne poussent plus. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre le plus tôt possible. Et aussi, pour les petits pois, enfin, ça peut être un avantage, hein, ça dépend de ce qu'on cherche. Hein. Si on cherche un repas complet, c'est-à-dire les petits pois avec la viande, avec le verre dedans, avec les protéines, là il faut qu'on attende une semaine, parce que chaque petit pois, il va avoir un verre dedans. Les fleurs apparaissent au moment où les papillons, ils arrivent, donc on aura. Non, mais je dis parce que c'est pas mauvais, hein, on a des tas de... Il y a des pays où c'est un délice de manger des vers, des bazars, des chenilles, des trucs, donc faut pas... Et je dis, c'est un repas complet, vous avez le petit pois et le machin. Normalement, il devrait coûter beaucoup plus cher que les petits pois qui n'ont rien du tout. Mais, si on veut des petits pois sans verre, là, c'est urgent. Hein, donc, ils doivent fleurir avant l'apparition des papillons. Hein, et en plus, ils ne supportent pas les fortes chaleurs. Donc, ça, c'est urgent. Celui qui n'a pas fait. On peut mettre un voile aussi, hein, parce qu'il ne doit pas être fécondé par les insectes. C'est ça. Donc, donc, les petits pois n'ont pas besoin de fécondation croisée hein, pour féconder. Hein, ils fécondent eux-mêmes, tout seul. Donc, on peut très bien le mettre, si on les met plus tard, on peut très bien mettre un voile, un filet dessus. Alors. Sinon, c'est sûr qu'il y a chaque petit pois, il y a un verre dedans. Hein, voilà. Donc, alors, dans les petits pois, il y a les plus costauds. Les plus costauds, c'est les petits pois paridés, à grains verts, jaunes, ronds. Donc, paridés. Mais c'est moins sucré. Puis, il y a les petits pois ridés. C'est pour ça qu'il est marqué dans le catalogue, les gens demandent quelquefois pourquoi on met ça en pois ridés, quelle influence. Ben ouais, les pois ridés sont un peu plus sensibles, je veux dire, que les autres, hein, mais ils sont beaucoup plus sucrés. Hein, les autres, on les a un peu plus tôt. Mais comme maintenant, on peut mettre tout, même déjà avant. Normalement, ça ne craint pas le froid, ça ne craint pas le gel. Et alors, il y a les Américains, ils nous ont offert des pois super sucrés.
Alors, c'est rare que les Américains ils offrent quelque chose comme ça. Bon. Mais là, donc là, pois super sucré, c'est vraiment super sucré. C'est des petits pois qu'on peut manger, on mange tout. Donc, on la gousse telle quelle, ou bien les petits pois seuls, et c'est vraiment, pour les gens qui aiment bien le très sucré, et là, c'est vraiment très sucré. Alors, le reste, ça, c'est les rames, ça dépend. Alors, il y a intérêt pour, j'ai expliqué ça le mois passé déjà, si on met des petits pois à rames, c'est du travail, parce qu'il faut, il faut mettre des cordes ou bien des rames, hein, mais ça vaut la peine parce que ça ne va pas seulement servir aux petits pois. Hein, donc les petits pois vont s'en servir. Il y a des petits pois qui montent jusqu'à 1,50 m. Hein, donc c'est là, ceux-là les plus très productifs. Et donc, ça ne va pas seulement servir aux petits pois, parce qu'après, au pied des rames, au pied des petits pois, on peut venir mettre les concombres, les courges, tout ce qui rentre, tout ce qui court, au pied, le piquer au pied, et puis ils vont se servir des rames pour poser. Donc c'est un gain de place incroyable. Hein. Et celui qui veut faire par exemple des cornichons, les cornichons impeccables, il n'y a pas besoin de laver les cornichons, de rien, parce qu'ils montent là-dessus, et donc ils sont propres, ils ne coulent pas sur la terre, et tout ça, donc vous avez, les concombres c'est pareil, hein. Donc vous avez par exemple un truc d'1,50 m là, ah ben, au pied, donc courir un petit peu, donc ça se met, je vais dire, à 20-30 cm de la clôture des petits pois, ça va couler, donc 1,50 m, 3 mètres, donc vous gagnez 3 mètres de terrain, hein, et des bonnes conditions. Donc il y a certains équipements que ça vaut la peine. Mais on peut le faire avec des branchages, on peut le faire avec, si vous récupérez des clôtures, hein, des grillages, n'importe quoi. Je trouve que ça, c'est des trucs que c'est un bon investissement, ça. Sur un petit espace, vous avez des grammes. Voilà. Donc, fève. Alors, fève, ça, c'est un légume à redécouvrir, pour celui qui ne connaît pas. C'est un légume extraordinaire au niveau du goût. Donc, c'est à mettre trop tôt. Il ne supporte pas les chaleurs. Hein. Donc, c'est à mettre très vite. Donc, le plus tôt possible. Alors, il y a beaucoup de fonctions. Il y a fonction, ça pousse n'importe où. Donc, c'est un, comment on appelle ça, un pionnier. Je veux dire, vous avez une terre dégueulasse, une terre pauvre, machin, la fève va très bien venir et elle va enrichir le sol. Elle enrichit le sol dans lequel elle pousse. Donc, elle n'a pas besoin d'engrais, surtout pas, rien du tout. Elle pousse. Après, vous mangez les fèves comme les haricots mangent tout. Quand ils ont fait 10-12 cm, quand ils ne dépassent pas, quand c'est frais, quand il n'y a pas encore le fil dedans, le bazar, c'est un légume formidable. C'est comme un haricot mange tout, légèrement poivré. Donc c'est vraiment très bon. Après, vous avez les fèves fraîches, un peu plus tard, que vous mangez légèrement cuites ou bien crues, à la croque au sel, avec un peu de poivre et un peu de sel, comme ça, mangez cru. Et après, quand ça devient trop sec, trop dur, vous avez une provision pour tout l'hiver, comme ça. Mais là, il faut les mettre trempés pour enlever, parce que la peau, elle a un petit goût amer, comme ça. Hein. Donc, les mettre trempés pour enlever les machins. Et puis, alors, ça vous fait des soupes, ça s'appelle la bissara, des soupes basques. Hein, des soupes basques, vous mettez la cuillère dedans, la cuillère doit tenir debout. Hein. Mais je vous dire, c'est un légume formidable. Alors, maintenant, autre usage, vous savez, en permaculture, il faut toujours chercher tous les usages possibles et imaginables. Hein, qu'est-ce qu'à quoi tout peut servir une plante. C'est une plante formidable pour faire l'élevage des coccinelles. Parce qu'il vient toujours des pucerons noirs sur les fèves, presque toujours. C'est un bienfait, parce que c'est la première nourriture des coccinelles qui vont sortir de l'hiver, qui vont se réveiller. Ils vont voir les pucerons noirs, et puis alors ils vont faire des jeunes, vu que la nourriture est disponible. Et ils vont vous nettoyer tout. Donc, vous ne débarrassez pas des pucerons noirs. C'est un bienfait pour faire l'élevage des coccinelles, parce qu'eux vont manger tous les pucerons noirs, hein, et puis après, vous avez les coccinelles pour tout le reste dans le jardin, pour tout le reste de l'année. Donc, moi j'en plante tout le temps, tous les mètres à peu près dans mes haricots, pour pas avoir des pucerons sur les haricots, ils vont sur la fève. Ah ouais, voilà, ou comme piège. Parce que je les voilà. mets proprement. C'est ça, on peut servir comme piège. Je ne les tue pas non plus, mais bon. Comme on met les capucines. Les capucines, on met les capucines, ça peut très bien être mangé dans la façon des radis. Mais si vous mettez des capucines, c'est ce que préfèrent les pucerons verts, par exemple. C'est ce que préfèrent. Donc, au lieu d'aller sur les autres légumes, ils vont aller sur les capucines. Et le fait que c'est groupé, donc il y a un endroit où il y a beaucoup de nourriture disponible, les coccinelles vont venir, ils vont faire le ménage. Donc c'est toujours comme ça. Donc si on ne sait pas s'en débarrasser, ou si on n'a pas, hein, pour établir l'équilibre, il faut toujours mettre des plantes pièges, je vais dire, qui servent. Mais il ne faut jamais chercher à détruire, totalement. Parce que, d'ailleurs, c'est un leurre.
C'est un leurre. Mais en plus, c'est pas bon. S'il n'y avait pas de cuisson vert, il n'y aurait plus de coccinelle. S'il n'y avait pas de... Bon, tout est équilibre. Hein. S'il n'y avait pas de chenilles, il n'y aurait plus d'oiseaux. Donc, tout est question d'équilibre. C'est ça. Il faut mettre la barre des gars à 5% ou 10% de son jardin. Quand on fait en biologie, on fait permaculture. Le reste, 5%, 10% de dégâts. Dégâts, ça veut dire, entre parenthèses, ça veut dire nourriture pour les vers de terre, pour les oiseaux, pour tout ce qui vit. Hein. Et ça nous le vend bien, hein, parce que la production, je ne sais pas combien de fois plus importante, en suivant ce système. On dit, on paie autant, il nous mange 5 à 10%. Mais s'il n'y avait pas ça, on ne calcule pas s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas d'oiseaux, s'il n'y avait pas, ça se serait beaucoup pire, donc c'est ça. Mais c'est parce que, avec notre mentalité occidentale, on veut zigouiller tout ce qui bouge, tout ce qu'on n'aime pas. Il faut sortir de là, hein, c'est vraiment, c'est imbécile, hein, c'est vraiment, c'est pas seulement nuisible, mais c'est imbécile. Hein, bon. Voilà, ouais, allez, on continue. Les choux, aussi, je veux dire, autour du 15 avril. Pas dépasser le 15 avril, mais autour du 15 avril, semer tous les choux blancs, rouges, verts, aussi bien les hâtifs, normalement, ils devraient être semés, mais les tardifs, pour faire les choucroutes, pour l'hiver, pour tout ça, donc pas plus tard, parce que c'est aussi, les choux d'hiver, c'est minimum 6 mois de culture. Donc ça doit être semé autour du 15 avril, pour avoir, en l'automne, pour l'hiver. Il y en a qui passent l'hiver sans protection. Les gens qu'on appelle les choux verts, les choux de Milan, les choux frisés, ils ne gèlent pas. Hein. Mais c'est maintenant tout ça. Hein. On dit, mais c'est bientôt, c'est pour l'hiver. Ouais, mais c'est long, hein, c'est 6 mois, 8 mois de culture, donc c'est maintenant qu'il faut semer. Hein. Les gens, ils pensent que c'est beaucoup trop tard, ça, ils ont des petits résultats, des petits trucs. Donc tous les blancs, dont les rouges, les verts, les Milan. Et les choux de Bruxelles. Donc les choux de Bruxelles, selon la variété, mais c'est valable pour les autres aussi. Hein. Il faut regarder, quand on sème en même temps, il y a des hâtifs, des mi-hâtifs, des tardifs. Mais ça veut dire que c'est pas le moment où, ça n'indique pas le moment du semis. Hein. Ça indique la durée de culture. Hein. Donc ça veut dire que vous semez tout en même temps, les hâtifs, vous allez les avoir 2 mois avant les mi-hâtifs, les tardifs. Dans les choux de Bruxelles aussi, il faut bien choisir à quel moment vous voulez les choux de Bruxelles. Si c'est pour l'automne, il y a des variétés qui c'est pour l'automne, mais tous ils sont semés maintenant en même temps. Il y en a que vous allez avoir à l'automne, et il y en a, par exemple, qui sont plus tardifs, qui vont développer les choux pendant l'hiver ou à la sortie de l'hiver. Donc ça, il faut regarder dans le catalogue les explications. Mais ça n'indique pas le semis, hein, ça n'indique pas le moment du semis. Hein. Ça indique la durée de culture. Hein. Donc, par exemple, les petits pois, c'est la même chose. Hein. Il y a des très hâtifs, mi-hâtifs, terrain, il faut tout semer en même temps, et vous aurez des petits pois pendant 2 mois. On se monte tout en même temps. Les hâtifs, puis 2 mois après, les plus tardifs. Hein. Donc les choux de Bruxelles. Ça, c'est un bienfait aussi, les choux de Bruxelles. Hein. Ça ne gèle pas. Donc ça, il faut mettre. Et ça pousse n'importe où. N'importe quelle terre, n'importe où, entre deux. Donc c'est, pour faire des associations, là, il faut mettre des choux de Bruxelles. Hein, par exemple, là, entre les échalotes, les oignons qui vont être récoltés bientôt, là, en juillet, là, les choux de Bruxelles entre deux. Alors, ils vont avoir toute la place et tout ça. Ah, donc, ça peut se mettre partout. Ça, c'est un légume, quand même, et qui coûte très cher. Donc, je ne sais pas si vous devez acheter des choux de Bruxelles. Ça reste toujours quelque chose de très cher, alors que ça pousse quand même assez facilement. Surtout, n'ététez pas. Pas tété, hein, étété. Parce que le fait d'ététer, parce qu'il y a beaucoup de types de jardinage qui disent ététer pour avoir des plus gros choux et plus vite. Et ça, c'est vrai, dans des plus gros choux et plus vite, mais ils sont plus résistants au froid, alors. Quand vous supprimez la tête du chou de Bruxelles, il ne résiste plus au froid. Donc, pour l'hiver, ça va plus. Donc, c'est ça. Donc, il y a un avantage et un inconvénient. Hein, si vous voulez certains semis avoir plus tôt à l'automne, par exemple, alors, quand c'est là, vous êtes été pour l'avoir plus tôt, mais pas tous, sinon vous n'aurez plus rien à l'hiver. Ouais. Il suffit de mettre des hâtifs, hein, vous avez plus tôt, et puis tout. Aussi, voilà. Alors, les choux navets, ça c'est le début. Si vous avez bien les choux navets, les rutabagas, donc les choux navets, les choux non paumés, donc c'est autour du 15 avril maintenant qu'il faut les mettre aussi. Alors, non paumés, c'est pas encore, on n'a pas l'habitude de ça. C'est beaucoup de variétés qui viennent soit d'Italie, soit des pays de l'Est, de Russie, de Pologne et tout ça. C'est des choux, donc il ne faut pas de pommes, mais qui résistent à tous les froids.
mais c'est à semer autour du 15 avril. Donc il est marqué dans le catalogue choux non paumés. Donc il y en a à partir de 40 cm jusqu'à 3 mètres de haut. Donc il y en a qu'on appelle des choux bâtons. Choux bâtons, ils font 3 mètres de haut. Donc un tronc comme ça, formidable. Et voilà. Et donc c'est tout. Ce qui est intéressant de semer maintenant, c'est pour avoir en plein hiver. Parce qu'ils ne sont, je veux dire, ils ne deviennent bons, vraiment comestibles, que quand ils ont reçu du froid, quand ils ont reçu un gel, alors ils deviennent sucrés. Ils deviennent bons, comestibles et sucrés. Sinon, ça reste, quand même, il faut être courageux pour les manger. Pas les bêtes et tout ça, mais sitôt qu'il y a un froid, c'est bon. Alors, il y a là-dedans des choux palmiers, des choux, donc qui ressemblent à des palmiers, il y a des choux. Au niveau ornemental, ils sont magnifiques. Mais il y en a des bas, 40 cm, 1 mètre, il y en a jusqu'à 3 mètres de haut. Alors, ce qui est très intéressant aussi, pour ces choux, donc on a ça en plein hiver ou sur le titre de l'hiver, ça ne gêne pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça se met en jaune. Donc la floraison des choux se fait jaune. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que très tôt, on a des choux jaunes, ça attire les bourdons, les abeilles sauvages, les abeilles solitaires, puis les autres abeilles qui vont alors polliniser les arbres fruitiers. Donc vous avez là une nourriture formidable. Par exemple, cette année, il paraissait, avec les champs de colza qui ont parlé, c'est tout jaune. Il paraît que les abeilles sont à la fête, qu'ils ont de la nourriture, là, que jamais eu les autres années. Mais les fermiers, ils se plaignent, parce que normalement, la moutarde, elle tombe tout seul. Maintenant, ils doivent aller la faucher, ils doivent aller travailler dedans, et tout ça. Mais c'est un bienfait. Donc ici, j'ai des choux qui montent dans le jardin, des couleurs jaunes. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi tu ne tires pas maintenant mais je dis, non, ça attire. C'est ça qui attire les bêtes, les animaux. Donc ça, c'est la rubrique les choux non paumés. Il y a là-dedans de toutes les couleurs aussi. Il y en a un qui est un chou palmier rouge, comme ça, red boar. Un rouge magnifique, c'est vraiment... je veux dire, on est triste quand on doit le manger, tellement que c'est bon. Mais on n'est pas obligé de les manger. C'est comme pour les poules. Entre parenthèses, il n'y a rien de mieux que pour un jardin d'avoir quelques poules. Ça recycle tous les poules. Mais il y a des gens qui disent, je ne vais pas de poules parce que je n'ai pas cœur de les tuer. Mais il n'y a personne au monde qui a dit qu'il fallait tuer les poules. Donc ils peuvent mourir de leur belle mort. Et ils vont pondre jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Moi j'en ai... c'est par hasard. C'est ma fille adolescente qui a dit, je ne mange plus des œufs. Je mange plus des œufs si tu les tues encore. Si tu tues encore les poules. Elle est devenue végétarienne comme ça. On en fait un pacte. Et j'ai dit, alors j'étais très surpris, parce que dans les livres, il y a marqué, une poule, ça pond 1 an, 2 ans, après il faut zigouiller, ça n'est plus tout ça. C'est pas vrai du tout. Ça vise que 5-6 ans, ça fait moins d'œufs, mais ça fait des œufs plus gros, et ça fait du caca, 50 grammes par jour, d'un engrais, 50 grammes par jour, par poule, d'un engrais formidable, et tout, donc c'est très rentable. Et pourquoi je parlais de ça, des poules, Parce qu'il ne faut pas tout manger, ça peut... Ouais. Pour recycler. Parce qu'il ne faut pas les tuer, c'est ça. Donc, garder les poules, c'est un bon truc. Et 2-3 poules, il ne faut pas les tuer, ils peuvent mourir dans le bel mort, ils vont pondre, c'est un... Et les choux, on peut les laisser aussi. S'ils sont les très beaux, les rouges, là. Alors, c'est parfois plus cruel de les tuer que de les laisser crever. Ça, c'est entre parenthèses, parce que les laisser mourir pendant 15 jours à petit feu, c'est peut-être pas indiqué. Quand ils sont malades, mais ça, c'est un autre problème. Oui, c'est un autre problème, mais bon. Si vous avez des poules qui meurent en bonne santé, c'est ça. Voilà. 1 heure avant de mourir, il est en pleine forme. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tous les... Ouais, pour celui qui... C'est pas... Bon. Alors, donc les choux non paumés. Alors, les choux raves, c'est aussi très méconnu par ici. Beaucoup en Allemagne, en Hollande, dans les pays de l'Est, on cultive beaucoup, et avec raison, parce que c'est vraiment très très bon. Chou rave, c'est un chou, donc il y a la tige, puis le chou, c'est une boule, très compacte, et puis les feuilles viennent sur la boule. Et le fruit, là, le chou rave, c'est vraiment comme un fruit. C'est juteux, c'est sucré, c'est vraiment quelque chose de bon à redécouvrir. Donc ça, c'est les choux raves. Et ça pousse très très facilement, donc les choux raves. Il y en a qui peuvent arriver, la variété Super Schmelz peut arriver jusqu'à 10 kilos. Donc une bouboule, en restant tendre. Donc, parce qu'on avait avant les petits choux raves, il fallait les tirer quand ils ne dépassaient pas la grandeur d'une orange. Parce qu'après, ça devenait fibreux. Ça devenait. Mais variété, par exemple, Super Schmelz, pas. Peut devenir très grosse en restant
je vais dire en restant bon, non, pas fibreux. Et alors, les choux de Chine. Pas l'habitude non plus, hein, des choux de Chine, mais ça, surtout pour l'hiver, il y en a qui gèlent absolument pas pour l'hiver et tout ça. Donc il faut le garder dans le catalogue. On peut commencer maintenant, mais modestement, hein, parce qu'ils aiment bien chaleur et humidité. Donc sinon, ils montent en graines. Mais, donc il faut un peu de chance et tout ça. Il y en a encore tout plein dans le jardin maintenant qui ont passé l'hiver, il y en a qui montent et tout ça. Et donc il y a tout plein de... Donc c'est des choux originaires de Chine ou du Japon, et qui montent pas, qui ne gèlent pas, ni rien. Donc c'est... Parce que faut toujours faire attention pour avoir, en jardinage bio, pour avoir la nourriture toute l'année. Hein. Donc le jardin, normalement, doit être rempli aussi bien l'hiver que toutes les saisons doivent être remplies par des autres légumes. Mais si on ne fait pas attention, on perd le moment du semis et il est trop tard. Hein, comme les choux non paumés, après c'est trop tard. Sinon, on peut avoir des légumes, et beaucoup, hein, beaucoup de sortes, beaucoup de tout. Hein. Hein? On fait pas seulement on sait, là, en pleine terre. Hein. Non, mais les choux de Chine, ouais. On le fait où? En pleine terre? À partir de maintenant, non, il vaut mieux engorder à l'intérieur. Ouais. Ouais. Pour les choux, celui qui a beaucoup de problèmes avec les chenilles, une possibilité, c'est de planter du céleri vert entre chaque chou. Ah, ouais. Ça fait éloigner un peu les papillons. Alors, céleri. Céleri vert. Ouais. Céleri urgent, tous maintenant. Donc le céleri, celui qui l'a pas encore fait, le céleri rave, le céleri à côte, le céleri vert, là ça, urgent à faire là, le plus vite possible. Hein, tous les semis de... Parce que ça doit se repiquer au moins une fois avant d'aller sur la terre, et ça met un long temps de culture. Hein. Donc, plus vite possible. Alors. Les verres pour les choux, moi je les ai arrosés, enfin l'autre pluie bien sûr, mais dès que je vois un verre, je les arrose au jet, et puis je suis tranquille. Ah ouais, ça dépend ce que c'est, ouais. Ouais, il y a souvent les puces de terre qui aiment bien les choux. Les puces de terre, ou les aleraudes, hein, c'est blanc, comme ça vole. Quand vous touchez un chou, il y a une espèce de truc donc ça s'appelle des puces de terre. Ça attaque les radis, les machins. Et il n'y a rien à faire sinon au jet d'eau, ou bien arrosage à grandes eaux. Quand vous arrosez à grandes eaux ou avec un jet d'eau, 90% c'est fini, ils ne vont plus partir. Ils sont morts noyés. Et un petit peu, voilà. Donc c'est assez facile. Généralement, ça indique un manque d'eau, trop sec, la terre trop sèche. Ouais, donc ça indique qu'il faut de l'eau. Où j'en suis? Céleri, tous, ouais. Alors, laitue à couper et autres. Donc, à partir de maintenant, on peut semer tous les laitues, toutes les variétés de laitues, sauf les laitues d'hiver, hein, qu'il faut qu'on attende. Et toutes les autres variétés de laitues. L'ennemi de la laitue étant la chaleur et le soleil. Donc, au-dessus de 20 degrés, la laitue ne germe plus. Au-dessus de 22, 23 degrés, celles qui sont en place ne poussent plus. Donc c'est ça. Donc l'ennemi de la laitue. Donc il faut choisir, à partir de maintenant, un endroit humide, qui reste humide, et en mi-ombre. Voilà. Mais on peut très bien les faire lever à l'intérieur, engorder, on fait, et puis aller les repiquer. Alors, celles qui résistent le mieux à la chaleur, c'est dans les laitues à couper. Donc c'est là qu'on trouve il y a une quarantaine de variétés de laitues à couper, de tous les goûts, de toutes les couleurs, de tout. Il faut absolument mettre ça pour être sûr d'avoir des laitues sûres. On n'est jamais totalement sûr, mais si on a un été là sec et chaud, c'est les seuls qui vont résister. C'est les laitues à couper qui vont résister. Et encore, un coin là, humide et en mi-ombre. C'est très difficile. Il faut être un très très bon jardinier pour avoir des laitues l'été, pour avoir, je veux dire, des laitues toute l'année. Il est plus facile d'avoir des laitues en hiver ou dans les autres périodes que quand... j'ai encore entendu hier à la télé des gens qui achetaient des laitues qui venaient pour mettre dans la serre, ils vont mettre dans la serre pour avoir des... Ah bah ouais, ça c'est râpé. Hein, dans les serres, il fait 30-40 degrés. Même ça ne germe pas. Au-dessus de 20 degrés, là, les laitues, ils ne germent pas. Alors, ce par quoi il faut remplacer, enfin pas remplacer, il faut essayer d'avoir des laitues. Choisir, il faut trouver, c'est pas facile. Il y en a qui résistent, hein. Il y en a certaines Batavia aussi, certains nomades, mais tout ça dépend très très fort de la terre et du climat et du jardinier, l'endroit où on les met. Hein. Donc il faut, là vraiment, c'est pas facile de chercher. Quelque chose qui est beaucoup plus facile, ce sont les chicorées. Parce que les chicorées, eux, c'est le contraire. Eux, ils aiment bien la chaleur. Donc vous avez tous les chicorées sauvages. Ça, c'est les plus costauds, les plus résistants qu'on peut avoir toute l'année. C'est genre pain de sucre. Chioggia, Castelfranco, il y en a là-dedans de toutes les couleurs, de toutes les formes.
dans les mesclins, ce qu'on appelle les mesclins, là, ceux qu'on vend, c'est des laitues, et principalement avec des chicorées, qui ont toutes les couleurs et qui donnent un peu plus de goût que les laitues. Donc ça, c'est à partir de maintenant, eux, c'est les chicorées. Et puis, il y a le chicoré, alors, un peu plus sensible, je veux dire, un peu plus difficile, c'est les chicorées en du frisé et les chicorées scarole. Mais qu'on peut commencer maintenant. Mais s'il y a un peu trop chaud et sec, ils vont monter en graines. Mais on peut commencer maintenant. Surtout là, il y a une chicorée qui est formidable, c'est la toujours blanche. Elle s'appelle l'endivette. Un l'endivette. Donc là, semer, repiquer, ou bien semer clair en place. Donc c'est une chicorée qui reste toujours blanche, et en fait comme la laitue à couper. Oh, elle a un goût formidable, elle est bonne, la laitue. Ça. Mais tous les autres. Par exemple, les chicorées, si on commence avec les chicorées, mais même les laitues, c'est valable aussi, toujours faire souvent par petite dose. Parce que si vous mettez beaucoup d'un coup et qu'ils montent tous en graines, là, vous êtes foutus. Donc, un peu à la fois. Comme ça, voilà. Même une laitue ou une chicorée, les légumes montés sont toujours valables. Je ne sais pas pourquoi il y a des tas, une fois, des laitues montées. Par exemple, la Celtus. On a fabriqué une laitue dont on mange principalement, c'est les Japonais qui ont fait ça, dont on mange la tige. Donc c'est une laitue qui monte, la Celtus, elle arrive comme ça, haut, là, 80 cm, et on mange principalement c'est la tige, c'est pas les feuilles. Donc, mais on peut faire une espèce de Celtus avec tous les laitues qui sont montées. La tige est un légume à pain entière qui ressemble un peu à l'asperge. Donc souvent, les laitues montées, et puis on jette, oui. Mais c'est parce que ça a plus de goût. Mais alors il faut les faire à la façon des asperges, et manger avec une sauce blanche ou une sauce comme ça. Et alors c'est très bon. Ah ouais, c'est à ce moment-là d'ailleurs que c'est le plus riche pour la santé. C'est au moment où ça monte que c'est le plus riche parce que c'est pour faire les semences. Donc c'est là que la plante est la plus riche en vitamines, en toutes sortes d'affaires, en sels minéraux et tout. Mais on n'a pas l'habitude au niveau du goût. Mais alors, c'est la façon de cuisiner alors, qui est autre. Mais c'est au début de la montaison. Il ne faut pas attendre que ça fleurit ou qu'il y a déjà des graines. Ouais. Là, il faudra des bonnes dents. Et toujours prélever les feuilles des salades coupées, pas tout couper. Ouais. C'est plutôt des salades à prélever les feuilles. Ouais. Et garder le centre. Pas provoquer le stress. Donc on laisse le centre. On ne coupe pas. Pour tous les légumes, c'est valable. Tout ce qui est marqué à couper, il ne faut pas couper. Il faut prélever laisser toujours le centre. Parce qu'alors, le stress est beaucoup moins et donc il n'y a pas tendance à monter. On peut les feuilles sans arrêt, on peut faire... donc, il faut essayer avec les laitues, même avec une laitue paumée. Il faut essayer, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Vous avez une grosse laitue paumée, là. Vous allez sur place, vous décortiquez, vous laissez le petit centre, là. Un mois après, vous avez de nouveau une grosse laitue paumée à la même place. Et donc, pour l'été, c'est une des solutions. Parce que l'été, donc, en attendant, vous avez des laitues maintenant, vous le piquez, puis vous allez avoir une grosse laitue paumée. Mais les laitues font 3 mètres de racine, de profondeur. Donc, un blé, par exemple, pour vous donner une idée, un blé fait 7 mètres de profondeur de racine. C'est parce que les gens croient toujours que c'est en surface, les racines, mais non, c'est énorme, ça va loin. Donc, là, une petite laitue, là, elle a 3 mètres qu'elle va, et si on veut compter les kilomètres de machin, c'est énorme. C'est pas de kilomètres, les racines, mais c'est 3 mètres de profondeur. Donc, vous avez une laitue qui est bien implantée, qui va chercher l'humidité, là, dans le fond. Donc, si vous le laissez sur place, vous décortiquez sur place, elle va reproduire son truc, elle ne va pas monter en graines tout de suite, beaucoup moins. Alors que si vous semez et vous mettez à ce moment-là, c'est raté, vous n'arrivez pas. Donc il y a beaucoup de choses comme ça il faut changer ses habitudes de récolte. C'est la même chose, c'est une autre façon de travailler. Plutôt qu'aller la couper sur place, la tirer et décortiquer dans la cuisine, on fait comme les poireaux, on fait sur place, quoi. On décortique sur place, on laisse, mais je vous assure que c'est un grand avantage. Vraiment, vous avez... C'est même curieux. La même chose même pour les choux. Quand vous avez une tête de chou, une grosse tête de chou, là, vous coupez la tête de chou, mais vous laissez la plante. Vous allez voir les rejets qu'il va faire. Il va faire 3 à 4 petits choux comme ça, pour mettre encore la même plante. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on utilise beaucoup, trop peu, quoi. Une fois, et puis on tire, et puis... Alors que... Non, on a intérêt, ça produit autre chose des autres affaires, mais qui sont intéressantes. Je viens de penser à un truc quand tu dis ça. Quoi? Par rapport aux choux, moi je fais souvent mes semences
si j'ai un gros chou, je peux le prendre et refaire mes semences sur les petits choux qui viennent Ah, après? non, Parce qu'en général, si vous coupez la tête, ça ne va pas l'empêcher de monter en l'air. Ah, donc ainsi je peux le Ah manger. ouais, vous pouvez, il ne faut jamais faire ça. Ah ouais. Et pour les laitues, c'est pareil. Ah, c'est bien, non, parce Si qu'en vous fait, voulez des semences de je fais laitue, toujours les plus grosses, mais je les perds. il ne faut pas sacrifier la laitue, vous pouvez couper alors la laitue, pas le laisser, couper la laitue, laisser la laitue en place, et elle va faire Ah, donc vous avez en même temps mangé la laitue et vous avez des semences, des graines. Ah ouais, Je ouais, sélectionne la grosse et je mange la grosse. On progresse. et du... On appelle la choucroute. Oh, nous on fait de la choucroute avec les choux à bec là. Du choucroute maison, c'est quelque chose de délicieux. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais. Mais faut bien... Ce qu'il faut, c'est des proportions. Hein. C'est 1 gramme de choucroute, 1 kilo de saucisse. Hein. C'est ça que... Alors, à semer sous abri. Pour le piquer à l'extérieur ou en serre froide. Donc, à semer sous abri. Maintenant, tout ce que je vais dire maintenant. Donc, il faut encore semer sous abri, pas encore dehors. Donc, c'est pour le piquer soit à l'extérieur, soit en serre froide. Alors, urgent. Les tomates, les aubergines et les piments. Ça, c'est urgent. Donc, il faut encore semer donc, semer à l'intérieur. Encore on va dire, il y a quoi moyen maintenant pour aller le piquer en serre froide ou bien dehors. Mais même, c'est maintenant qu'on sème les tomates. Par exemple, c'est le moment où maintenant on semer les tomates, celles qui vont aller à l'extérieur après. On est dans les temps, il n'y a pas. C'est un peu tard. Je veux dire, on pourrait aller plus tôt pour celles qui vont être en serre froide. Hein, mais pour l'extérieur, c'est maintenant, on n'est pas en retard. Mais on peut encore le rattraper, même celui qui ne l'a pas fait, encore les tomates. Le plus difficile pour les tomates, c'est... le plus difficile, c'est de trouver ce qu'on a besoin. Il y a 850 variétés de tomates dans le catalogue. Le plus dur, c'est choisir. C'est pas la variété, c'est choisir. Mais ils sont tous bonnes. Hein. Quelqu'un me demande c'est quoi la bonne. Ils sont tous bonnes, sinon ils ne seraient pas dans le catalogue. Hein. Ils ont tous été essayés. Mais c'est vrai qu'il y en a des formidables. Je ne vais pas dire lesquels, après on va se disputer, il n'y aura plus rien dans les boîtes. Alors, faites-les. Donc, aubergines, piments, poivrons, tomates, donc urgent. Alors, on peut faire soi-même les semences de tomates, d'aubergines et de piments. Il y a des piments doux et des piments forts. Hein, on peut faire parce qu'il n'y a pas de fécondation croisée. Donc, on peut avoir des pieds de tomates, des variétés différentes les unes à côté des autres. Ils ne vont pas se mélanger. Donc, on peut faire les semences. Alors, quel intérêt il y a à faire ces semences? C'est d'abord que ça coûte moins cher, que c'est gai de faire tout le circuit, mais en plus, maintenant, avec tous les essais qu'on a fait, que l'INRA en France, par exemple, a fait, c'est qu'on constate qu'après, que quelqu'un qui a fait ses semences de tomates ou d'aubergines, de poivrons, après quelques années, c'est-à-dire ils estiment 4-5 ans, la plante devient de plus en plus résistante. Donc, acclimatée au terrain, au climat, elle devient plus résistante face aux maladies et même aux prédateurs. Parce que, comme tous les plantes, quand ils ont le temps, tous les plantes fabriquent leurs pesticides à eux, leur insecticide, leur antibiotiques. Quand ils sont attaqués par les pucerons, par les chenilles, ils fabriquent. Hein. S'ils ont le temps, après, les chenilles ils sont empoisonnées. Hein. Parce que c'est nous qu'on n'a pas le temps. Hein. Ou bien alors c'est des déséquilibres. Hein, souvent dans des déséquilibres, parce qu'on a des invasions d'une même chose. Alors qu'ils font des dégâts parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Sinon, tous les plantes, tous les arbres, quand ils sont attaqués, fabriquent le poison qu'il faut. Et même, il y en a qui font à l'avance. Alors on pense que c'est ça la solution. On pense que c'est ça l'explication, pardon. Là-dedans, il faut être très prudent. Mais on pense que c'est ça. Parce que faire ces semences soi-même, comme les pommes de terre, deviennent de plus en plus costauds. Donc, on pense que c'est ça. Il faut eux-mêmes plus vite fabriquer leur propre défense et tout ça, à condition qu'on leur laisse la liberté et qu'il y a autour d'eux, quand tu parles les champignons et tous les bêtes qui gravitent autour d'eux. Hein. Parce que maintenant, on tue tout, on ne sait pas, on tue tout. Hein, par exemple, on met des anti-champignons, alors que la meilleure défense de tous les plantes, c'est les champignons qu'eux-mêmes ont autour d'eux. Hein, donc il faut choisir absolument d'autres méthodes. Hein, des méthodes d'équilibre, pas se laisser envahir par telle ou telle affaire. Donc une des meilleures choses, c'est faire soi-même, chaque fois qu'on le peut, faire soi-même ses semences. Et là, c'est vraiment pas difficile. Donc, ils ne peuvent pas se croiser. On garde la variété. Et ce qu'il faut faire, c'est faire un fruit. Là, il faut sacrifier, je veux dire, un fruit ou deux, parce qu'il doit être bien mûr. Donc, vraiment mûr, à la limite du pourrissement. Hein, là, c'est les meilleures graines.
aussi bien pour les tomates, pour les aubergines que les poivrons. Après, on les tire, on les met sur un papier absorbant. Pas au soleil, hein, pas laisser sécher tout doucement, et puis ça fait des plantes formidables. Hein, donc c'est pas du tout. Alors, après, à commencer, les haricots. On pourrait déjà commencer maintenant. Moi, j'ai commencé maintenant, mais à l'intérieur, en godet. C'est-à-dire un godet de 10 ou 12 cm, 4-5 haricots par godet. À l'intérieur. Je dis on commence maintenant parce que le temps, il permet. Généralement, c'est autour du 15 avril. À l'intérieur, donc on serre froide ou en véranda. À l'intérieur, 15 avril. Donc on peut commencer à mettre les haricots. Si c'est dehors, là, pas avant le 10 mai, hein, parce qu'il peut encore geler jusqu'au 10-15 mai. Hein. Donc dehors, c'est difficile. Mais c'est une bonne méthode de culture pour avoir très tôt des haricots verts. Et des haricots verts, c'est autour du 15 avril, mais si la météo donne le beau temps. Il va pas, hein, les nuits, ça va être 10-12, donc on peut commencer, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de danger. Donc à l'intérieur, maintenant, ça va pousser à l'intérieur. C'est parce qu'après, si on ne peut pas encore les mettre dehors, s'ils gèlent, les haricots, ils vont être trop grands, ils vont tourner dans le pot, les racines, et ça va être embêtant. Mais voilà, donc c'est ceux à pied, hein, c'est pas ceux à rame. Hein. Ben oui, mais... À rame aussi, on peut. Oui, on peut, mais on n'a pas intérêt. Non. Mais, ouais, tous les haricots mangent tout, donc voilà. Donc on gagne un mois et demi, hein, si on fait ça. Après le 15 mai, alors là, en pleine terre, sans problème. Mais avant, donc 4-5, voilà, donc ça pousse à l'intérieur, ça fait, puis on dépote à racines nues. Hein. Racines nues Pardon. Pas à racines nues. Dépoter sans tirer, pas à racines nues. Hein. Pas à racines nues. Donc il y a la feuille là-bas, hein. Ceux qui vont bien racines nues et pas racines nues. Hein. Vous devez mettre des races vigoureuses à la première fois. Ouais. Mais encore, chacun doit chercher aussi qu'il aime bien le goût et tout. Il y a beaucoup de bons haricots. Ça sert à rien de les avoir une semaine plus tôt et avoir le risque qu'ils gèlent. Ça sert à rien. Alors si jamais, faut prévoir alors. Si jamais vous faites ça, vous prenez des risques maintenant et tout ça. C'est la valable pour les couches aussi, les potirons, tout, je vais en parler après. Ce qu'il faut prévoir, c'est du tulle ou un voile de forçage ou quelque chose comme ça. Donc vous les avez mis dehors et tout à coup, il y a les derniers 5 glaces. Là. C'est là les plus dangereux. C'est le 10, 11, 12, 13 mai, là, entre le 10 et le 15 mai. Là, hein. C'est là que ça peut être le plus dangereux, parce que personne ne s'attend à ça, ni les plantes, ni rien. Et là, il peut faire des gelées. Ce n'est pas des gelées fortes, mais c'est des gelées au sol. Des gelées fortes, des fausses gelées. Alors là, on ne sait pas attendre. Hein. S'il fallait attendre après ça, on ne fait plus rien par ici. Donc il faut le faire, mais prévoir par exemple un tulle, un voile. Et si jamais ils annoncent le 10-15 mai encore des gelées au sol ou des trucs, quand on protège la nuit, qu'on met le voile dessus et on va sauver. Il suffit d'un simple voile, un tulle, un voile et tout ça. Hein. Si vous avez à votre maison là, du tulle et des voiles devant les fenêtres, là, à ce moment-là, vous piquez le... Sa robe de chambre. Non, mais je veux dire, on peut recycler ça aussi. Il ne faut surtout pas jeter les vieux tulles, les vieux rideaux, les vieux trucs transparents. Hein. Ça fait des bons voiles pour mettre sur les choux, pour mettre sur les haricots, pour toutes sortes d'affaires. Hein. Ça sert... Au mois de juin, il n'y a plus que la moitié des hommes parce qu'ils vont tout... Ils ne pourront plus venir. Donc les haricots, ça, on peut commencer. Alors. Et on va les repiquer quand on va les remettre quand ils sont comme ça. Oui, hein, donc ils vont pousser dans les petits pots. Dans les pots. Ah non, et non. Puis... quand ils ont 15-20 cm. Hein. Le plus vite possible, mais il faut prévoir qu'on sait les protéger que s'ils gèlent. Il ne faut pas laisser trop longtemps parce que les racines vont faire des chignons et ils ne vont plus repartir dans le sol, donc ils n'auront plus à manger, oui, mais pas à boire surtout. Mais tout ça dépend du temps, on ne sait pas prévoir, c'est ça. Hein. Mais ça donne de très bons résultats. Hein. On godet, là, on fait ça. Ah ouais, mais on en met un peu, hein. Oui, c'est le premier, quoi. Et on fait à l'intérieur ou bien dans la serre froide? En serre froide, ou bien dans une véranda, ou bien à l'intérieur, à chaud aussi. Hein, ouais. Les haricots aiment bien, hein. Ils n'ont pas peur de la sécheresse et ils aiment bien le chaud. Ouais. Et pas trop mouiller le substrat. Et les mettre trempés d'abord. Et de préférence les mettre même en plein soleil quand il fait chaud. Ah ouais, quand vous faites ça à une période qui fait toujours froid, ça va pourrir comme ça pourrirait dehors, surtout si vous mettez beaucoup d'eau. Ah, oui.
Ouais, pas trop d'eau. Hein, un peu mettre au congélateur avant de les mettre. Ouais, aussi, ils vont déjà pousser 2 jours plus vite. Ouais, 24 heures ou 48 heures, congélateur. Ouais. Et puis les faire tremper? Non, à ce moment-là, il faut plus congélateur, c'est beaucoup Ça mieux que de suffit. faire tremper. Ah, ouais. Non. Voilà, pour les haricots. Donc c'est les premiers haricots, hein, je ne parle pas de toute la culture, donc les autres, il faut sur place. Les haricots, c'est au moins deuxième quinzaine de juin. Pour les gens qui veulent beaucoup de haricots dans le congélateur fait des réserves, pas avant la deuxième quinzaine de juin, même fin juin. C'est là qu'ils poussent le mieux, la période où ils ont le temps idéal et que c'est le maximum de production. Intéressant sur Aram. Donc pas trop. Alors, les concombres et les cornichons, donc semés à l'intérieur, donc. Hein. Semer maintenant, c'est maintenant aussi qu'on commence là. Donc pour les mettre en serre froide ou bien dehors. Hein. Mais un rame de conservation, ça c'est... Donc concombre cornichon, oui, ça va, ça pas de... Donc ça ne se pique pas à racine nue non plus. Hein. Donc en glodé, ça ne va pas à racine nue. Il y a de plus en plus de concombres qui vont bien par ici. Donc dans le catalogue, il est marqué à côté CF. Hein, concombre, les pastèques et tout ça, ça veut dire mieux adapté au climat frais. Donc c'est les renseignements que j'ai, donc c'est d'abord un choix. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, mais ils demandent plus de chaleur. Donc climat frais, c'est déjà... Et avec ceux qui est marqué CF, il y en a, même dans les aubergines et les poivrons, qui vont dehors, à l'extérieur, alors qu'avant, on ne savait pas. Donc c'est souvent des plantes qui viennent souvent des pays de l'Est, de Sibérie, de Russie, de Pologne, et tout ça mieux adapté, ou bien du Canada. Ils ont des périodes de jours courts, qui poussent très vite, les jours courts de jours moyens. Et donc ça va bien. Alors qu'avant, ça n'allait pas par ici. Hein. Alors, une des plantes les plus curieuses, alors je vais dire pourquoi curieuse, maïs potager, c'est le sorgho. Donc c'est maintenant qu'on peut mettre soit en pleine terre, soit en glodé. Donc moi, je préfère les mettre en glodé puis aller les piquer dehors. Mais alors, je dis, pourquoi c'est curieux? C'est pour montrer comment on est dans notre civilisation, à quoi elle est arrivée, et à quoi est arrivé le truc moderne. Le maïs était la plante qui résistait le mieux au soleil et à la sécheresse. Donc il fallait quasiment pas d'eau. Et c'est maintenant là, la plante qui demande le plus d'insecticides et le plus d'eau. Ah, donc ça, il faut le faire quand même. Hein. Bravo nos agronomes, hein, nos chercheurs. Hein. La plante la plus résistante est devenue maintenant la plante la plus exigeante. C'est vraiment l'exemple dans la connerie, là, et ça continue. Maintenant, on a les OGM en maïs. Alors que c'est la plante qui résiste le mieux à la sécheresse. Hein. Alors il faut trouver les anciennes variétés. Mais c'est difficile à trouver les anciennes variétés. Parce que les Américains, ils ont mis des brevets sur tous les maïs, même au Mexique. Ils ont été piqués les maïs au Mexique, ils les ont fait pousser aux États-Unis, ils ont mis un brevet dessus. Ce qui fait que les Mexicains, même, ils ne peuvent plus les mettre. Parce qu'ils doivent payer une patente pour pouvoir mettre leur propre maïs. Ça fait enfin, on est arrivé à des trucs fous, là. Dans le maïs, c'est extraordinaire. Donc, on ne met pas beaucoup de maïs potager par ici. Hein, pourtant, c'est quelque chose de très très bon. Je vais dire, c'est même meilleur que des petits pois, parce que on peut manger les maïs comme ça, c'est sucré, c'est doux, on peut les manger crus comme ça, c'est un vrai délice. Donc c'est pas obligé d'être cuit. Hein, donc, et puis, maintenant, alors il y a des maïs, des grands maïs qui font 3-4 mètres de haut, il faut regarder dans le catalogue, 3-4 mètres de haut, ça c'est des maïs pour faire la farine, la polenta et pour faire autre chose, et aussi pour le grill. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le grill? Ça veut dire que maintenant on fait beaucoup de barbecue, hein, que vous mettez ça dans un papier alu, là, sur le barbecue et tout ça, et vous savez manger. Donc, c'est un légume à redécouvrir, le maïs. Alors, en plus, il peut servir de tuteur pour les haricots. Donc, si vous mettez, même pour les haricots Aram, dans le sud de la France, on le faisait déjà. Il y avait les haricots tarbés, donc les haricots à cassoulet, là, les meilleurs, c'était des demi-rames, on appelait ça. Ça veut dire demi-rames, c'était pas 3-4 mètres, c'était 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m. Pas plus, ils s'arrêtaient à ce moment-là. Et on a des maïs, dans le sud de la France, et des maïs, dans le catalogue, on a retrouvé certains, qui font... Alors, il faut d'abord mettre les maïs. C'est pour ça qu'il faut planter un peu l'avance. Si on mettait le maïs, moi je mets le maïs dans des glodés, comme les haricots. Maintenant, ils vont planter l'avance, je vais aller les piquer, et ils vont planter l'avance dans la terre sur les haricots. Et puis alors, après, je vais aller mettre des haricots Aram autour des maïs. Et donc, les haricots Aram vont servir de tuteur, vont servir du maïs comme tuteur. Et ça, c'est un bon... c'est clair, c'est pas clair, c'est pas... C'est bien. Alors, aussi, un autre usage... Ouais. Ça prend pas la force, la racine du maïs prend pas la force pour... Ben, le haricot, il donne l'engrais pour le maïs. Ouais.
Ah ouais. Ça ne marche pas quand il fait trop sec. Si on a un été pas chaud, oui, j'aime bien la chaleur, aussi bien le haricot que le maïs. Mais quand on a un été trop sec, ça pose un problème. Pour l'eau. Parce qu'ils sont tous les... Le maïs est très vide d'eau, je dis récemment, alors qu'avant pas. Mais les variétés anciennes, pas, parce qu'eux résistent bien à la sécheresse. C'est pour ça de quoi on parle. Ouais. C'est les maïs à fourrage, là. C'est incroyable. Les variétés de maïs OGM ont besoin de je ne sais pas combien d'eau, c'est incroyable. Dans certaines régions en France, et en Belgique, on ne sait plus cultiver du maïs, il n'y a plus assez d'eau. Hein. Alors il faut choisir le sorgho. Si c'est pour les animaux, si c'est pour tout ça, le sorgho. Moi, je mets tous les ans du sorgho. Alors, c'est beau, c'est comme le maïs. Mais ça fait des grappes de céréales comme ça. C'est une des nourritures principales dans le monde. Hein. En Chine, en Afrique et tous les pays chauds et secs, c'est là qu'on met du sorgho. Et de plus en plus, le sorgho remplace le maïs là où il n'y a pas d'eau. Assez, justement. On met du sorgho pour les animaux. Mais pour les gens aussi. Alors, on fait des bouillies avec le sorgho, on fait des farines, on fait de toutes sortes. Mais si on ne les mange pas, c'est très joli. On donne des grains aux poules, hein, par exemple. Mais il y a des sorghos qui sont des sorghos canne à sucre. Donc la tige, on peut la manger comme ça, c'est comme la canne à sucre. C'est sucré comme ça, c'est comme un bonbon, là, des sorghos canne à sucre. Et en même temps, c'est joli et c'est original. Voilà. Donc, dans le catalogue, il y a 5 ou 6 variétés, là. Ouais, au moins plus que ça, 8 variétés de sorgho. Et les variétés qui poussent bien par ici, c'est quoi comme... ah ben ils sont dans le catalogue, sinon ils ne seraient pas... Qui pousse bien dans ton jardin, ça c'est autre chose. Ça tu dois essayer. Ouais. On parle du millet aussi comme plante alternative. Ah ouais, millet. Les associations là qui font venir de plus en plus le millet, qui a besoin de rien. Et qui... Ah, le millet aussi pousse très bien par ici, ça fait des petites graines comestibles. Et le quinoa. Donc c'est dans les chénopodes, celui qui veut essayer la quinoa. Et la quinoa ne germe pas au-dessus de 15 degrés. On dit ça, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud. On dit qu'il faut de la chaleur, et c'est pas vrai, parce qu'elle vient des plateaux en vin, là où il fait froid, les nuits fraîches et tout ça. Et au-dessus de 15 degrés, il n'y a pas longtemps que j'ai lu, au-dessus de 15 degrés, ça ne gêne plus. Donc c'est une plante, à mon avis, qui pourrait très bien aller par ici. Je fais pousser, moi, monsieur. C'est par plaisir, j'aime bien de voir pousser, de voir comment ça va et tout ça. Mais donc, ça pourrait être pour l'avenir. Donc, oui, voilà, c'est pas exclu. Alors, j'ai tout dit. Les melons. Les melons, les pastèques. On a des pastèques maintenant qui nous viennent de Sibérie et qui nous viennent du Canada et qui poussent. Mais celles du Canada viennent de Sibérie. Ils ont donné leur nom canadien, mais ils ont été les piquer en Sibérie et puis ils ont fait cultiver. Voilà. Et donc, maintenant, des pastèques, il y a des années, j'ai des pastèques. Donc, même dehors. Hein, même dehors. Et les melons aussi, hein, même dehors. Regardez bien la CF, hein. Mieux adapté au climat frais. Hein, donc, alors, pourquoi on sait avoir ça dehors maintenant? Parce qu'avant, on ne savait pas, parce qu'on n'était pas équipé comme maintenant. Donc, ça doit absolument lever entre 20 et 25 degrés. Entre 20 et 25 degrés, donc c'est à l'intérieur. Hein. Donc, ça doit lever entre 20 et 25 degrés. Donc, mais les mettre dans les godets, hein, 20 à 25 degrés. Et puis, alors, on a des serres froides. Donc, on fait pousser les melons. Le mieux de tout, le plus intéressant, c'est de les faire monter. Un tuteur fait grimper les melons. Parce que quand on les fait grimper, on n'a rien à toucher. On ne doit pas, comment on appelle pincer, machin. Donc on les fait grimper. Les pastèques, pas. Les pastèques, ça doit courir. Donc, c'est froid. Et même maintenant, on sait les mettre dehors. Certaines variétés poussent même dehors. Il faut essayer parce que au début de la plantation, on a des protections. On a par exemple le tulle, le voile, ou la bouteille, là. Les grandes bouteilles d'eau, là, de 5 litres, là. Hein, les cloches et tout au début, là qu'on les sort. Parce que ce qu'il y a, c'est que la saison souvent est trop courte, ils n'arrivent pas à mûrir leurs fruits. Souvent, hein, quand on n'a pas un été chaud et sec. Mais les dernières années, on va plutôt vers les étés chauds et secs, par ici. Hein. Ce qui fait qu'il y a plus de chances de réussir. Mais c'est parce qu'on a le matériel. Avant, c'était impossible. Hein, il fallait des professionnels, des serres chauffées, des trucs, ça n'existait pas. Mais maintenant, bien, tout le matériel qu'on a, les gens ont des vérandas, des serres froides, donc on fait pousser dehors avec... Il y a des tulles, il y a des voiles de porcelaine, des tunnels. Enfin, il y a toutes sortes de moyens pour protéger au départ et après pour aller. Ah oui, c'est un plaisir énorme. Manger une pastèque de son jardin, il faut le faire quand même. Hein, il y en a. Parce qu'il faut pousser les pastèques au Canada et tout ça. C'est pour ça que quand j'ai su les catalogues canadiens, je dis, au Canada, bien sucré. C'est des pastèques qui poussent sur 4 mois. Hein. Un été chaud et sec, au Canada, ils ont ça.
Et donc, ce 4 mois en Sibérie aussi, la température est à 30-35 degrés pendant 4 mois. Donc, ils savent, on dit, faire pousser des melons, des pastèques en Sibérie. Ben ouais, non, ils ont un été magnifique, donc ils sont équipés, voilà. Donc, il faut prendre... donc, celui qui veut essayer, melon, pastèque... ouais, ça va, je suis dans les temps. Il faut demander, il faut m'interrompre, s'il faut plus d'explications. Mais tout ça, pas à racine nue. Donc, concombre, cornichon, maïs, sorgho, melon, pastèque, si c'est repiqué, pas à racine nue. Ça doit, c'est engodé, il faut dépoter et mettre comme ça, pas à racine nue. Alors, la tétragone, ça, absolument, celui qui ne connaît pas ça, l'épinard de Nouvelle-Zélande. Celui qui ne connaît pas ça doit absolument mettre ça. Donc, c'est pour la pleine terre. Donc, ça dit bien, c'est l'épinard d'été, tétragone Nouvelle-Zélande, mais ce n'est pas la famille de l'épinard. C'est très doux, c'est très bon. Beaucoup meilleur que l'épinard, je veux dire. L'épinard a un goût quelquefois acre, quelquefois, il faut l'accommoder. La tétragone, c'est vraiment, c'est doux, c'est bon, et ça pousse tout l'été, ça n'a pas peur ni de la sécheresse, ni du soleil, ni rien. Donc, c'est une plante rampante, comme ça. Donc, elle fait minimum 1 mètre carré, même plus que ça. C'est 1 à 2 mètres carrés. Donc, elle pousse. Ouais. 3 mètres de largeur. Ah ouais, même, ouais. Je dis ça, ouais. Et donc, ça pousse. Et alors, on mange toujours le bout des pousses, des nouvelles pousses, avec les feuilles et les pousses. Et on pince chaque fois. Et donc, on fait cuire ça. Cru, je ne sais pas. Peut-être que c'est pas. Non, je ne pense pas. Mais c'est vraiment délicieux, c'est bon, très productif. Il y a vraiment intérêt à mettre ça. Alors, la difficulté, c'est la graine. Parce qu'on ne voit pas les graines comme ça. Ce qu'on a, ce n'est pas une graine. C'est ce qu'on appelle une akène. A-K-E-N-E. C'est-à-dire que c'est une enveloppe à l'intérieur de laquelle sont les graines. Donc c'est une enveloppe très dure. Et à l'intérieur de ça, il y a 4 ou 5 graines. Donc, mais c'est tellement dur quelquefois que ça lève pas, ça sort pas, c'est difficile à lever. Donc ça, il faut absolument mettre au congélateur. Donc 48 heures, ou alors dans de l'eau tiède pendant 24 heures, 48 heures, ou bien, peut-être avec un marteau cassé pour mettre les graines apparentes, juste donner un coup, alors pour faire lever. Parce que quand vous mettez dans la terre, ça doit être assez humide pour cette enveloppe-là, et puis avoir les graines. Et donc, quelquefois, il passe des mois avant que ça ne lève. Et alors, l'eau tiède, avant c'était l'eau tiède. Mais, je ne sais pas, c'est une des plus grandes difficultés du jardinier. L'eau tiède pendant 48 heures. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas dormir pendant 48 heures. Maintenant, l'eau tiède, c'est 20 degrés, 20-25 degrés. Surveillez que ça reste à 20-25 degrés pendant 48 heures. C'est une affaire de spécialiste. Il faut parler comme ça, l'eau tiède. Donc, il faut quand même préférer 48 heures congélateur pour faire éclater, ou coup de marteau dessus avant de le mettre dans les godets. Mais on peut commencer là maintenant. Après, quand tout va bien en jardinage bio, donc on prélève, il va faire ses graines, parce que ça pousse. Il va faire ses graines, les graines vont tomber sur place, ils vont passer l'hiver, et au sortir de l'hiver, boum, c'est reparti. Et même, en serre froide, ça ne meurt pas. Comme cet hiver, c'est pas mort. En fait, hiver que la pleine terre, chez moi, ça revient chaque année. Oui, mais c'est les graines nouvelles qui le poussent, pas la plante. Mais en serre froide, c'est la plante. La plante, elle résiste et elle est repartie, comme avec la tête de la serre. Ah ouais, la plante elle-même, pas les nouvelles graines. Parce qu'elle a eu sa dose de froid, donc les graines, alors là, sont en froid, donc ils démarrent plutôt. Il faut mettre dans une terre bien meuble, riche, pauvre, la tétragone. On met dans la terre qu'on a. Non, mais je veux dire, on va demander, moi j'ai un coin, rien fait. Non. Plutôt riche, Non, mais je veux dire, ça, on met dans la terre qu'on a, puis on l'enrichit, mais plutôt une terre riche, je pense. Je sais pas, je me suis même jamais posé la question. Parce que... Donc, je sais pas. Ça, c'est encore un truc qu'il faut essayer. Mais, à mon avis, c'est pas une plante pionnière. Donc, alors, autre chose alors un ancien légume, la ficoïde glaciale. Avant, c'était très connu, c'était très mis. À un moment donné, même, c'était plus moyen de trouver les graines nulle part. Maintenant, on va trouver, justement, avec le bio, depuis longtemps. Il y a tout plein de graines et de légumes
que les commerçants, qu'on retrouve de nouveau, qui avait disparu, mais comme il y a une demande, on refait. Alors ça, c'est pour faire le velouté dans les soupes ficoïdes glaciales. Alors, c'est une plante qui est originaire du Portugal. Donc ça donne déjà un peu, donc c'est un peu frileux. Mais c'est maintenant qu'on la sème à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est des graines très très fines. Donc à l'intérieur, on godait, et puis on va mettre le godet à l'extérieur. Donc ça fait il y a la ficoïde fleur. Peut-être les gens connaissent mieux ça. Alors, ça fait des fleurs de toutes les couleurs, comme ça, des coloris formidables. Vraiment très joli. Tapis magique. Hein? Le tapis magique. Ouais, c'est ça. Ici, il s'agit de la ficoïde glaciale, à sa cousine. Donc il fait, et on dit glacial parce que on dirait qu'on a déposé du sucre ou du sel sur ou de la glace comme ça. On a pilé de la glace et on a déposé sur les feuilles. Donc ça fait des feuilles épaisses. C'est la famille des plantes grasses. Hein, des plantes grasses. Mais ça fait, pour les soupes, il n'y a rien ça fait un velouté incroyable. Mais on peut manger ça avant. On mangeait ça dans les salades, tout. On peut manger ça comme ça. Mais c'est dans les soupes et dans les préparations comme ça que ça donne son velouté. Donc, ficoïde glaciale. Donc, on se met maintenant. Alors, autre chose encore, les amarantes. Alors, c'est pas toujours pour manger, parce que tout l'amarante, donc l'amarante est une plante qui vient d'Amérique du Sud, et même de l'Amérique du Nord, du sud de l'Amérique du Nord, par là, comment dire ça? Il y a des plantes qui font 3 mètres de haut, magnifique floraison. Elle est connue par ici, il y a une plante qui est connue par ici, c'est la queue de renard, dans les jardins ornementaux. Ça s'appelle la queue de renard. Donc, mais l'amarante, tout est comestible, tout. Les feuilles, les tiges, les graines, donc tout est comestible. Je n'ai pas dit que c'était bon. Là, je mets une nuance parce que j'ai toujours tendance à trouver tout bon. Moi, je mange n'importe quoi et tout est bon. Mais non, c'est pas terrible. Hein, je dis. Mais comme plante ornementale, dans votre jardin, ça c'est magnifique. Ah, ça fait 2 mètres, 3 mètres. Avec, vous voyez déjà des guirlandes de fleurs et puis de couleurs. Il y a toutes les couleurs. Vraiment, comme ornement dans le jardin, c'est une des plus belles plantes qui existent. Et puis, une fois qu'on en a une, souvent ça revient tout seul. Ça se ressème tout seul. Voilà, donc c'est. Hein, les amarantes au début des amarantes. Ficoïde. Ah, ficoïde. Ah ouais, dans ouais, ficoïde. Je suis tordu, mais j'ai pas mis ça dans une autre lettre. Hein. Mais à quelle place? Ça, j'ai jamais connu mon alphabet, ça je sais pas, mais à la lettre. Mais après, là... Bon, 71 000, 71 000. Voilà les amarantes. Et le persil. Alors, moi je recommande de semer, celui qui l'a pas encore fait, semer le persil maintenant, mais en godet, à l'intérieur, donc sous abri. Pas à chaud, hein, pas nécessairement à chaud. Dans une véranda, une serre froide, en godet, pas à chaud, pour savoir repiquer dans le jardin après par petites touffes ou même par un. Parce que semer sur place, il y a la mouche c'est impossible. Je veux dire. Ouais. La mouche va venir, le persil va disparaître. Quand tout le monde, il n'y a plus personne qui réussit les semer en plein terre. Mais repiquez bien. Donc à l'intérieur, et puis allez repiquer, là, et le persil devient magnifique. Hein. Le persil devient 30 sur 30 au moins. Hein. Donc chaque. Donc semez-le maintenant. Il y a beaucoup de variétés. Le persil devrait être mis comme un légume à part entière. Vendu à 1 euro pièce. Pardon? À 1 euro pièce. Le petit godet. Ah bah oui, alors ça pousse comme de la mauvaise. Donc c'est maintenant à l'intérieur, puis repiquer, puis... Mais utilisez ça dans tout, hein. Dans les salades, dans tous vos repas, vos plats. Ça doit être comme un légume en part entière, pas comme un aromatique condimentaire comme ça. Tellement ça contient de vitamines, de sels minéraux. C'est une plante vraiment très riche, très odorante et tout, ça vaut la peine. Et encore une fois, il faut essayer lequel marche. Hein. Il y en a de tout plein, et il y a des goûts différents. Je dis des valeurs, des goûts différents. Parce qu'on n'a plus l'habitude, alors maintenant, persil, c'est persil. Ben, c'est pas vrai. C'est comme les pommes. Hein. Les pommes d'une pomme, c'est pas vrai. Il y a des centaines de pommes, ils ont tous un goût différent. Les mûres, on dit mûres. Ben non, une fois qu'on les met, les 50 variétés de mûres, moi, ils sont 50 différents. Et après, on apprend à les connaître, je veux dire, goût différent. Au début, même goût. Le persil est dans tout, c'est pareil. Donc les gens doivent chercher pour avoir le goût qui leur convient. Parce que quelquefois, ils disent, bah, c'est trop fort ou c'est trop utile. Ben non, il y a de tous les goûts. Bon. Alors, dernière ligne droite, ça va être tout juste.
Alors, en place, donc c'est plus sous abri maintenant. C'est en place ou en pépinière dehors. Donc, c'est directement semé sur place, ou bien en pépinière, ça veut dire, ça peut être une ligne complète mais serrée, ou bien dans un bac, ou bien dans un pot, mais dehors. Et même ça peut être en godet, mais dehors, alors, hein, pas à l'intérieur. Premier, les poirées, les blettes. Donc voilà. C'est mieux sur place. Mais on peut le piquer aussi. Mais le piquer, quelquefois, il y a des pertes. Ils ne prennent pas tous très bien. Mais ça peut aller aussi. Mais, voilà, si on a de la place, tout ça dépend de la place. Donc les poirées bêtes. Une qui est formidable, que je commande, c'est pas parce que je commande, c'est la poirée à couper. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude. De toutes les poirées, donc, généralement, les poirées, on utilise les carnes. Ah, la façon de céleri blanc, les fécins. Mais les poirées à couper, c'est comme l'épinard, mais c'est comme un épinard doux. Donc, et on a ça quasiment tout l'année. Et une production vraiment très importante, formidable. Donc, les poirées à couper. Si on ne met pas les autres poirées qu'on n'aime pas, au moins ceux-là, poirées à couper, ça c'est un légume. Et ça ne gèle pas tout l'hiver. Mais toute l'année, l'été, l'hiver, tout le temps, on a ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Alors, dans les poirées, celui qui veut aussi l'ornementation, il y en a de toutes les couleurs. J'en ai fait l'entrée, maintenant ils poussent là. Il y en a qui ne sont pas encore dans le catalogue que j'ai rentré cette année, que j'ai trouvé dans un catalogue anglais. Des roses, des couleurs comme ça, assez invraisemblables. Ils sont dans le catalogue l'année prochaine. Mais déjà maintenant, il y en a des jaunes, des roses, des rouges, de toutes les couleurs. Hein. Ouais. Bon, alors, les betteraves, oui. On a gardé nos poirées de l'année dernière. Si on les avait couverts pendant l'hiver, est-ce qu'on aurait pu en manger? Ah oui, maintenant, oui. Jusqu'au moment. Ça redémarre, là, ah ouais, jusqu'au moment où ils vont monter en graines. Donc c'est une plante bisannuelle. On aurait pu en manger l'hiver, mais il aurait fallu les couvrir, parce que pendant l'hiver, ils ont dormi, ils n'ont rien fait. Mais on peut les manger pendant l'hiver. Hein. Elles n'ont pas gelé. Elles sont là. Et elles n'ont pas poussé, elles ont attendu le printemps. C'est maintenant qu'ils vont. Maintenant, elles repoussent. Mais si on les avait couverts, est-ce qu'on en aurait mangé pendant l'hiver? Ah oui, ah oui. Ah oui. Rien qu'avec un voile de force. Ah oui. Et même comme ça. Ah oui, si, sûr. Ah, si. En tout cas, celle-là, à couper sûr. Les autres, il faut voir. Mais celle-là, sûr. Gilbert, à couper, comme tu dis, c'est la même distance de plantation que les bêtes à carte blanche. Ah non, c'est plus serré. Hein. Ah oui, c'est carrément comme les épinards. Ah ouais. Ah, tous les 25 cm. Ouais. Ah, mais les épinards. Les épinards, on s'aime toujours trop serrés. Hein. C'est pas bon, c'est comme ça qu'ils sont malades. Hein. Ah oui, il ne faut pas se mettre trop serré non plus. Donc, alors, les betteraves potagères. Aussi, la même chose. Ça se repique aussi, mais c'est mieux en place. Donc, je dis betteraves potagères parce qu'il y en a de toutes les couleurs. Hein, dans les betteraves potagères, il y en a vraiment des formidables. Hein, donc, alors, les navets, donc, poirées, ouais. Alors, betteraves potagères, donc c'est un peu maintenant, mais ça peut encore se mettre, c'est pas dans les trucs urgents et tout, hein. Donc c'est le commencement, hein. On peut encore le mettre dans un mois, dans 2 mois, je vais en parler. La même chose pour les navets. C'est maintenant, donc en plein terre, on peut commencer à semer les premiers navets, mais c'est pas le moment principal, hein. Le moment principal, c'est en juillet et août, pour en avoir tout l'automne et l'hiver. Mais les navets, ça c'est faire des cuites de navets quand on est un peu faiblard, il n'y a rien de meilleur, hein. À manger cru, bien sûr. Hein. Donc pour le taper, lutter contre, comment on appelle ça? L'anémie. Scorbut. Hein? Ouais, le scorbut, l'anémie, voilà. L'anémie. Pour l'anémie. Déjà, quand l'anémie, la meilleure cure, c'est manger des navets crus. Ça, c'est ça. Hein? Donc, c'est pas jus de navet. Jus de navet, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est faible, hein, au contraire. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mettre des navets, et donc on peut faire pour la soupe aussi, mais manger cru. Hein? Il y a des navets formidables pour manger cru. Alors, le pané. Donc le pané aussi, en place ou en pépinière, le piqué. Donc voilà. Ça, donc en place ou en pépinière, le poiré, la betterave potagère, les navets et les panés. Donc c'est en place ou bien on peut le piquer. Alors maintenant, je vais dire, pour finir, parce qu'il va être là, ceux qui doivent se mettre, ce qui est beaucoup préférable, en place. Donc directement sur place. Les carottes. Donc mais c'est pas encore c'est pas encore les carottes pour pour fin d'automne et l'hiver. Hein. Les semis de carottes de conservation, pour conserver pour avoir l'hiver, c'est pas avant fin mai. Hein. Fin mai, début juin. Pas avant. Hein. Sinon, ils vont être trop grosses, ils vont éclater. Ils vont pas bien conserver. Mais c'est les carottes pour manger
Je dis tout l'année ici, en été et en automne. Hein. Donc ça, c'est maintenant les carottes, les radis, continuer les radis. D'abord les radis actifs, et puis suivre les radis d'été. Hein. Il y a des radis d'été magnifiques, formidables. Hein. Des longs, des bons, des chandelles de glace et tout. Voilà, donc pas arrêter. Hein. Souvent, on met les premiers radis et après on oublie ça. Alors que les radis, c'est un légume formidable. Hein. Il y en a qui résistent l'hiver, hein, mais vraiment, il faut regarder dans le catalogue, il y a des radis extraordinaires. Alors, on place aussi les cardons et les artichauts. Donc, celui qui veut, cardons et artichauts, peut semer. On peut semer aussi en godé, tout ça, mais maintenant, à partir de maintenant, c'est mieux de les semer en place. C'est mieux parce qu'en les semant en place, on peut encore en avoir peut-être à l'automne, sinon ça va être trop tard. Alors, les scorsonnaires, ça c'est un très bon moment maintenant. Les salsifis et les scorsonnaires, donc semer en place. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Les courgettes. Ah, j'ai oublié, j'ai pas parlé des courgettes. Les courgettes. Oh, j'ai oublié. Ah ouais. Alors, à partir de maintenant, à l'intérieur, hein, en godet. Donc ça ne peut pas être mis à racine nue. Hein. Donc les courgettes et les courges, hein, les potirons, tout ça. Hein. Toute la famille des courges. Hein. À partir du 15. Ouais, autour du 15 avril. Hein, autour du 15. Pour que ça, on peut les mettre dehors le 15. Ouais, pour les mettre dehors, après le 15 mai. Ah, j'ai oublié ma petite fille. Ah ouais. Merci Gilbert. Merci monsieur Cardon. On va replanter. Ça c'est mieux. Celui qui doit aller visiter le jardin, c'est là-bas dans le fond. Hein.